Donc au village, on est en fait, il y a 45 villages partout en France métropolitaine, Drôme-Comme en Italie ou Luxembourg. Et on a voulu rendre disponible cet événement à tous les habitants des autres villages, d'où le fait qu'on va tous parler dans les micros ce matin. Alors, merci beaucoup d'être là. Donc, ça, c'est pour vous donner les grandes lignes de ce qu'on va vivre ensemble ce matin. Donc, les personnes qui se sont déjà présentées, on va parler voilà, de tout ça, mais je vais rentrer dans le sujet un peu plus dans les slides juste après. On vous a concédé une pause, ce qui n'arrive jamais au village. Donc, voilà, on a innové, on s'est dit, tiens, à un moment, on va vous permettre de respirer. Ce que je voulais vous dire, moi, donc moi, je suis responsable du village Baïséa ici. On est un accélérateur d'entreprises. Donc, les entreprises qui nous rejoignent font déjà du chiffre d'affaires. En fait, on se rend compte, et ça a été mon cas aussi quand j'étais à votre place, c'est qu'un dirigeant d'entreprise vient souvent soit d'un métier, d'une technologie, on a un savoir-faire spécifique, on a des compétences vraiment terrain sur quelque chose qui est proche finalement des clients qui vont être les nôtres. Ou alors on vient du commerce et on voit qu'il y a une opportunité d'un problème à résoudre et du coup on a envie de le résoudre. On vient jamais de la gestion. Ou alors, j'en ai pas croisé beaucoup en tout cas, voire pas du tout. Et c'est vrai que les sujets finalement de finance d'entreprise, ils sont stratégiques pour l'entreprise, mais c'est pas forcément là où on a vraiment envie d'aller. C'est pas les appétences naturelles qu'on a en tant que dirigeant souvent, alors que c'est vraiment stratégique et c'est aussi pour ça qu'on a fait cet événement ce matin. Alors une stratégie financière d'entreprise, ça se nourrit de 3 qualités de cash différentes. Donc le premier qui est celui des clients, les fournisseurs, les partenaires. Alors ça, c'est sans modération, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le seul argent qui va prouver que vous servez à quelque chose. Alors c'est pas très joliment dit, mais en gros, c'est ce qui va faire que vous allez vraiment pouvoir faire vivre votre entreprise. C'est ce cash qui vous alimente et qui est le cash de meilleure qualité et qui crée vraiment de la valeur pour vous. On a une deuxième qualité de cash qui est celui des banques de façon élargie. Donc les banques, donc là on a regardé plusieurs aspects sur ce volet-là. On a des acteurs comme la Banque publique d'investissement, effectivement, qui est un acteur stratégique sur les sujets notamment d'innovation. Puis on a les banques plus traditionnelles qui vont venir financer. Donc, dans la limite que effectivement, le plus gros sujet, c'est la dette, et la dette, ça se rembourse. Donc, dans une stratégie financière, ça a l'air bête, mais il faut quand même intégrer ce paramètre. Coût faible par rapport à la dernière qualité de cash dont je vais parler juste après. Vertu opérationnelle élevée. Et c'est un pivot de croissance aussi, effectivement. C'est une deuxième qualité de cash qui va vous permettre de financer des sujets de croissance. Donc, on va en parler ce matin. Et le dernier sujet duquel on parle très régulièrement au village, c'est la fameuse levée de fonds. C'est le cash qui vous coûte le plus cher. Et ça, souvent, quand on est dirigeant ou quand on se lance, on n'a pas forcément cette notion-là. Mais c'est celui qui, en gros, va vous coûter le plus cher parce que les investisseurs qui rentrent, à un moment, ils espèrent sortir. Et ils espèrent sortir pas juste avec un taux d'intérêt de dette. Donc, on est dans d'autres mécaniques, dans d'autres arcanes. C'est des sujets qu'on traite aussi au village. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est celui qui est encadré en bleu. On va parler de banque. Alors, quelques petites phrases que j'entends beaucoup au village et que j'ai beaucoup dites, moi aussi, quand j'étais dirigeant d'entreprise. La trésor, c'est mon comptable qui gère. En fait, c'est des sujets avec lesquels on n'est tellement pas à l'aise qu'on aimerait bien que ce soit quelqu'un d'autre qui les traite. Mauvaise nouvelle, en fait, c'est un sujet stratégique du dirigeant. Mon BP, c'est mon expert comptable qui le fait, sauf que votre expert comptable, il n'a pas la vision de votre stratégie d'entreprise. Ce n'est pas son job. Le problème, c'est que souvent, il ne vous le dit pas. Donc ça pose d'autres problèmes. Quand je suis devant mon banquier, je ne comprends pas ce qu'il veut exactement. Et puis, on a du mal à se projeter dans sa réalité. Donc, c'est vraiment le sujet de ce matin. Parce qu'on y va un peu en se disant, pourvu qu'il me donne des sous. Et on ne se pose pas la question de sa réalité opérationnelle derrière. Et du coup, on ne se comprend pas. On a des mots qui ne se rejoignent pas. Donc, c'est le sujet de ce matin aussi. Les contrats, c'est mon avocat qui gère, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Alors ça aussi, mais bon, ce ne sera pas le sujet de ce matin, mais c'est pour planter une graine. C'est que ce qu'il y a dans vos contrats, c'est un sujet de stratégie d'entreprise, c'est un sujet de dirigeant. Et c'est à vous aussi d'impulser ça. Mon banquier BPI me parle de 1 pour 1, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc on pourra avoir des questions sur le sujet ce matin aussi. Et les banques ne savent pas financer l'innovation. Pourquoi ? On va en parler un petit peu ce matin. Parce que, à part BPI, c'est quand même plutôt assez vrai. Et on va expliquer effectivement pourquoi.
Alors, le slide qui fait mal aux yeux, je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, mais ce que je voulais vous passer comme message ce matin, c'est que là, on va parler effectivement du sujet comptabiliser finance, alors plutôt finance. Hein. Mais ça, en gros, c'est vos responsabilités en tant que dirigeant. Vous devez travailler les sujets de finance, vous devez maîtriser le commerce, vous devez maîtriser ce qu'il y a dans vos contrats, vous devez maîtriser la data stratégique de votre entreprise, la RH et la conception. C'est pour ça que c'est un des plus difficiles métiers du monde. C'est que quand on regarde une fiche de poste comme ça, on se dit bien qu'il n'y a personne qui postule. On ne peut pas maîtriser tout ça. Bah si, en fait, vous devez avoir au moins une couche de compréhension qui va faire que vous allez pouvoir piloter vos différents experts partenaires autour de vous pour dire, voilà, moi, c'est ça que je veux faire. Comment après on fait pour que ce soit légal, propre, etc. Mais tous ces sujets-là sont des sujets stratégiques qui vous appartiennent en tant que dirigeant d'entreprise et que à vous. Le comptable, bah alors ça, je suis allée chercher tout bêtement sur Google les définitions des périmètres de mission de chacun. Le périmètre du DAF, le périmètre de l'avocat, voilà, ce sont des experts dans leur métier qui vous permettent de traduire votre vision stratégique. Mais ils n'accouchent pas de votre vision stratégique. Donc bon, c'est une nuance. Voilà, je plante la graine. On sera amené à en reparler si vous le voulez. Mais je voulais, voilà, c'était important pour moi qu'on positionne effectivement le cadre. Vous ne pouvez pas attendre de vos experts qu'ils fassent le job à votre place. C'est vraiment la mauvaise nouvelle du matin. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où on connaît les périmètres de mission, les rôles des uns et des autres, on peut se positionner. Et puis on peut soi-même monter en compétence pour piloter les choses de façon la plus éclairée possible. C'est un peu la posture voilà, qu'on porte au village ici. Donc moi, j'en ai fini. Maintenant, je vais rendre le micro et passer sur la deuxième présentation. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de comptable dans la salle, mais je pense que voilà, on fera aussi une autre édition sur quand j'ai une vision stratégique d'entreprise, l'avis du comptable sur comment je le mets en musique pour que ça soit représentatif de ce que je veux faire moi en tant que dirigeant. Ça, c'est en gestation. Merci à toi, Marie. Donc, bah, écoutez, c'est à nous d'attaquer concernant la vision du bilan, parce qu'on a tendance à chaque fois à vous demander le bilan. Mais le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est un grand mot. Si on se dit, ouais, le bilan, qu'est-ce que c'est ça encore? Le bilan, ça veut dire plein de choses. Parce que dans le bilan, il faut bien faire la différence entre ce qui est un bilan, un compte de résultat, des soldes intermédiaires de gestion et une liasse fiscale. Là, déjà, vous me dites, waouh, de quoi elle me parle? Donc, tout ça, juste pour vous dire que quand vous allez voir votre banquier, on va vous demander en fait les comptes annuels. Et les comptes annuels, dans les comptes annuels, il y a tous ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il y a une liasse fiscale qui est un document réglementaire qui est obligatoire et que chaque entreprise en France doit fournir. Toute entreprise, sauf les micro-entreprises. Mais dedans, dans cette liasse fiscale, il y a ce qui s'appelle le bilan et le compte de résultat qui ne sont pas la même chose. Et en plus de ça, à la suite de ça, on a aussi des soldes intermédiaires de gestion qui ne sont ni plus ni moins qu'un, un détail de ce que le compte de résultat nous donne et qui va nous donner, nous banquiers, tout un tas d'informations avec différents ratios. Donc l'alias fiscal. L'alias fiscal, donc on fait bien la différence entre le bilan et le compte de résultat. Vous voyez, le bilan, c'est un état du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Et je ferai juste le comparatif avec le compte de résultat, qui est en fait le film de ce qui s'est passé pendant tout l'exercice comptable. D'accord? L'exercice comptable qui a une durée, en général c'est 12 mois, mais qui peut être calendaire ou pas en fonction de la saisonnalité d'une activité, etc. Ça, c'est à vous de choisir et de voir avec votre comptable quel est le plus judicieux, quand est-ce que c'est qu'on doit arrêter son bilan. Une fois que j'ai dit ça, je vais d'abord faire une présentation sur le bilan et vous expliquer à quoi ça sert le bilan et pourquoi. Et ensuite, on ira crescendo avec le compte de résultat et ensuite, on parlera des soldes intermédiaires de gestion. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre, enfin à nous interrompre parce que c'est moi qui présente, mais mes collègues du Crédit Agricole sont également là pour répondre à vos questions et pour que ce soit interactif et vivant. Donc le bilan. Le bilan, c'est donc, je vous le répète, une image de l'entreprise, du patrimoine de l'entreprise à un instant donné. Il se décompose de manière suivante. L'actif du bilan, c'est ce que l'entreprise possède.
Et le passif du bilan, c'est ce que l'entreprise doit. En général, c'est présenté sur les documents physiques que vous pouvez avoir, ou par mail éventuellement, parce que maintenant, c'est beaucoup sur le digital. Ça se décompose en un tableau. Donc, bien souvent, c'est de cette manière-là. À gauche, l'actif, à droite, le passif. Ou ça peut arriver aussi qu'il y ait sur votre liasse fiscale, d'abord en colonne, on commence toujours par l'actif et ensuite le passif. Donc déjà, ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter. Une fois que j'ai dit ça, ben écoutez, on continue et on va se dire qu'est-ce qu'on a dans l'actif. Donc l'actif, je vous rappelle, c'est ce qui est à gauche et c'est ce que l'entreprise possède. Donc ce que l'entreprise possède, ben, on va partir de tout en haut. Ce sont ces immobilisations. Les immobilisations, c'est quoi? Les immobilisations, il y en a de différentes sortes. Il y a les immobilisations incorporelles, ça peut être fonds de commerce, des brevets, des licences, c'est tout ce qu'on ne peut pas vraiment toucher. Les immobilisations incorporelles, ensuite, il y a des immobilisations corporelles. Ça, c'est facile. Les immobilisations corporelles, ça parle d'elles-mêmes. Ce sont ce qui est du matériel, des machines, des véhicules, des ordinateurs. Tout ça, cette partie-là, ces immobilisations corporelles, ce sont des immobilisations qui sont en général amortissables. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur la durée, elles perdent une certaine valeur. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, on n'aura certainement pas les mêmes montants dans les cases au niveau des amortissements, au niveau des immobilisations corporelles. Dans les immobilisations, il peut y avoir aussi, bien souvent, et souvent au village, ce sont des choses dont il est question, ce sont des immobilisations financières. Les immobilisations financières, ce sont des titres de participation que vous pouvez avoir dans d'autres structures et qui sont à ce niveau-là dans l'actif immobilisé. Donc, toutes ces immobilisations, vous voyez, ce sont ce qui concerne les investissements de l'entreprise et qui sont des investissements qui sont plutôt à moyen terme, on va dire, entre moyen et long terme. Et toute cette partie-là, verte, on vous a mis un peu des couleurs, ça fait un peu plus vivant, ça s'appelle l'actif immobilisé. Ensuite, on descend, parce qu'on le lit évidemment de haut en bas. Quand on descend, on va passer sur les stocks. Ça parle de soi-même. Les stocks, c'est ce que l'entreprise effectivement possède et a pour pouvoir répondre à la demande en fonction de ses ventes. Il y a toujours une avance de marchandises ou de production qui est là pour pouvoir répondre à la demande. Et ça peut plus ou moins être des chiffres importants et du coup, ça peut peser plus ou moins lourd dans votre bilan. Dans cette partie-là, dans ce qui s'appelle du coup l'actif circulant, vous avez également les créances. Les créances, pour faire simple, ce sont les factures que vous avez émises et que, à l'instant du bilan, d'accord, votre client ne vous a pas encore payé. C'est ce qu'on appelle, nous, banquiers, le poste client. Et ce poste client est un élément important, on en verra ensuite, dans les indicateurs du banquier. Ensuite, il y a également, on parlait de cash, Marie, tu parlais de cash, et là, effectivement, on a ce qui est le cash disponible, c'est-à-dire la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie de l'entreprise, c'est ce qui est sur le compte bancaire à l'instant T du client, qui en général reflète ce qui est sur votre compte à la date d'arrêté du bilan. Cette partie-là, c'est ce qui s'appelle l'actif circulant. On a mis là pour les experts, ce sont des comptes on va plus aller vers la comptabilité, donc je ne vais pas m'y étendre dessus. Donc, au moins, là, maintenant, vous savez exactement ce qu'il y a dans l'actif de votre bilan. Est-ce que vous avez des questions? Je continue. Donc, comme je vous le disais, dans le bilan, on a une partie actif et une partie passif. Donc, l'actif, je le répète, c'est ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce que l'entreprise doit. Et elle le doit à qui? Elle le doit à ses associés, à ses fournisseurs, à l'État. Donc, dans le passif du bilan, il se décompose en fait vraiment en deux grandes parties, on va dire, entre les capitaux propres et les dettes, les fonds propres et les dettes. Donc, on va faire un petit... Enfin, voilà, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a dans les capitaux propres.
Donc, les capitaux propres, en général, c'est, vous le voyez, c'est ce qui concerne le capital social. C'est le capital que vous avez mis au départ dans votre entreprise, qui est peut-être le capital de départ, mais qui a pu être augmenté aussi au fur et à mesure des années par rapport à une augmentation de capital, une levée de fonds éventuelle, puisque c'est ce que vous avez souvent à avoir à faire au village. Vous avez les réserves qui sont les bénéfices antérieurs de l'entreprise qui n'ont pas été distribués et qui du coup restent dans l'actif de la société, qui viennent conforter donc nous ce qu'on appelle les banquiers notre haut de bilan, puisque vous voyez, hein, on est en haut à droite, donc c'est très factuel, c'est le haut du bilan, le haut de l'actif. Entre les réserves, on a le résultat de l'exercice, donc qui est le résultat du compte de résultat, et ensuite on en reparlera, mais donc qui est ou un bénéfice ou une perte qu'on va reporter dans cette case-là. Et tout ça va faire que ce sont nos fonds propres, nos ressources stables à moyen long terme de l'entreprise. Une fois qu'on a ces capitaux propres, on passe aux dettes. Je vous passe les différentes, voilà, pour les experts, ce sont des provisions, etc. On peut provisionner, c'est-à-dire ça, c'est de la comptabilité. Si éventuellement on sait qu'on va avoir une grosse dépense ou si on a peut-être un sujet de prud'homme, etc., et qu'on sait qu'on va devoir sortir à un moment donné de l'argent, la comptabilité française nous permet de pouvoir provisionner un montant pour que je puisse éventuellement, dans le futur, payer une éventuelle dette. Donc ça, voilà, ça après, ça va dans la comptabilité, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Ensuite, on a les dettes. Les dettes bancaires, bien évidemment, qui sont des dettes à moyen terme, c'est-à-dire supérieures à 12 mois, qui peuvent aller donc sur beaucoup plus du long terme, qui nous permettent de financer vos investissements. Et on a également, on y retrouve aussi souvent, alors c'est un petit peu plus bas, mais ce n'est pas forcément marqué là, les comptes courants d'associés, qu'on peut considérer effectivement aussi comme des dettes. Et on a ensuite les dettes fournisseurs, c'est-à-dire les dettes fournisseurs, c'est ce qu'on doit, ce que vous devez à vos fournisseurs à l'instant T du bilan, et aussi les dettes fiscales et sociales. Attention à ce que les dettes fiscales et sociales ne soient pas trop importantes en fin d'exercice, parce que ça voudrait peut-être dire pour nous banquiers en termes de lisibilité que vous avez peut-être un retard sur vos charges, ou sur votre TVA, etc. Donc ça, c'est un élément que le banquier regarde bien souvent. Et ensuite, ce sont des comptes de régularisation. Ce qu'il faut savoir sur le bilan, c'est que l'actif est toujours égal au passif. Ça, c'est une règle comptable. Si jamais il n'y a pas d'équilibre, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème dans la compta. Ça, c'est clair et net et que votre comptable, il faut le changer. Donc, ça, bon, ça ne devrait pas arriver, mais on ne sait jamais. Et le bilan, tout ce qui est à l'actif, permet de payer ce qui est au passif. D'accord ? Si vous n'avez pas de questions sur le bilan, si ça semble clair pour tout le monde, je laisse la parole à Stéphanie pour le compte de résultat. Alors, pour ce qui est du compte de résultat, si c'était clair pour le bilan, alors là, pour le compte de résultat, ça va être encore plus clair. Donc, comme vous le disiez, Stéphanie, le bilan, c'est une photo, donc à un instant T. Et le compte de résultat, c'est le film de l'année écoulée, en fait. Donc, dans l'idée, le compte de résultat, il représente tous les produits et les charges de l'entreprise tout au long de l'année. Il va être décomposé comment, en fait? Dans une première partie, on va avoir donc tout ce qui est lié à l'exploitation à proprement parler, ensuite au financier et à l'exceptionnel. Donc, pour ce qui est lié à l'exploitation, on a d'abord tous les produits qui sont toutes les sommes des ventes de marchandises, de prestations de services. On va retrouver donc effectivement chiffre d'affaires. Et ensuite, on va avoir toutes les charges. Alors, les charges, ça va être les charges de fonctionnement, les achats de marchandises, les achats de matières premières, le fonctionnement, évidemment, les assurances, les honoraires du comptable, les loyers. Et ensuite, on va avoir les charges de personnel, les impôts, les taxes. Dans tout ce qui est produits financiers, en fait, ou du moins financiers, on va avoir
les produits. Les produits, ça va être les intérêts de placement. On va avoir également les charges financières qui vont être les intérêts d'emprunt, les frais bancaires que vous pouvez avoir et la partie effectivement exceptionnelle. Et dans les produits exceptionnels, on va pouvoir retrouver, on va dire, peut-être des subventions, de la vente de véhicules ou de matériel que vous aurez pu faire en fait sur une année et qui exceptionnellement vont se retrouver ici. Et pour tout ce qui est des charges exceptionnelles, on a parlé tout à l'heure de prud'hommes qu'on pouvait éventuellement provisionner. Là, du coup, si on a une indemnisation à verser au prud'homme à un des salariés, on va les retrouver là, en fait. Au résultat net. Plus en détail, en fait, je pense que c'était assez parlant pour ce qui était des charges externes, en fait. Normalement, en fait, on y retrouve tout ce qui détermine ce qu'on doit payer, en fait. Ce que vous devez payer. Pour les impôts et taxes, on a exactement donc les taxes d'apprentissage, le CFE. On se retrouve avec les impôts locaux. Les charges de personnel comprennent la rémunération du personnel plus les charges sociales, y compris celle du dirigeant. La dotation aux amortissements, donc c'est effectivement la valeur d'un bien qui se déprécie et où on valorise l'obsolescence en fait, mais c'est une écriture comptable en fait. C'est juste un jeu d'écriture, donc on ne le retrouve pas dans la trésor en fait. Et les charges et les produits exceptionnels, pour nous en fait, ils sont toujours à retraiter parce que comme le nom l'indique en fait, c'est de l'exceptionnel. On ne le retrouve pas chaque année au compte de résultat en fait. Tout ça pour arriver donc à notre résultat net. Notre résultat net qui est donc notre résultat d'exploitation, qui va être ajouté ou déduit du résultat financier, qui va être la somme ou la déduction du résultat exceptionnel et des impôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il est négatif, on parle de déficit ou de perte en fait. Et lorsqu'il est positif, c'est plutôt bien, c'est du bénéfice. Donc là, pour le coup, je pense que c'est assez simple, mais si vous avez des questions sur certains postes... Je vais juste apporter une petite précision en tant que regard du banquier, parce que ça peut être important. Il y a pas mal de choses qui sont importantes, mais on va commencer à dévoiler un petit peu ce qui va se passer par la suite, notamment sur cette partie ici. Les chiffres d'affaires qu'on interprète, et justement par rapport aux banquiers, c'est important de le préciser, ce n'est pas parce que vous faites plus de chiffres d'affaires que vous êtes plus rentable. Et ça, c'est de la communication avec votre expert comptable. On va voir tout à l'heure avec les filles comment ça se passe, les marges. Les marges, c'est important que vous les compreniez. Un banquier va vous parler d'excédent brut d'exploitation. Voilà, on est ici. C'est une rentabilité. C'est important pour vous, on le verra par la suite, parce que ici, vous voyez que le chiffre d'affaires constant. Et pour autant, le chiffre d'affaires, le résultat net, au final, n'est pas forcément évolutif et pas proportionnel. Pour tout ça, c'est de la communication avec l'expert comptable. Il est important, quand votre banquier, vous allez venir voir pour un financement, vous allez échanger avec lui, votre banquier va vous dire attention à ces points-là, vous baissez, vous margez plus, vous margez moins. C'est stratégique. Tout à l'heure, vous posiez la question de comment on interprète le bilan, comment on voit les choses. Eh bien, c'est là, c'est vraiment le pilotage. Marie parlait tout à l'heure d'être polyvalent sur tous les services, qu'on est sur la RH, sur la compta. Ça, c'est un outil de pilotage sur lequel vous ne devez pas négliger, parce que c'est important quand vous venez voir votre banquier de déjà, sur la partie bilancielle, ce que les filles présentaient tout à l'heure, de maîtriser les cases. Qu'est-ce qu'on veut dire dans produit exceptionnel? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et surtout, de savoir pourquoi vous gérez vos stocks, comment vous les gérez. Et sur la partie résultat, chiffre d'affaires, de bien comprendre le fait que je fais plus de chiffre d'affaires et pour autant, je mets moins de marge. C'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc ça, on le verra par la suite. Je vais laisser la parole à vous. Écoute, ça fait une super transition de toute manière, puisque à la suite du compte de résultat, de ce que je vous disais tout à l'heure en présentation, on va sortir tout un tas d'informations très importantes qui vont transparaître au niveau des soldes intermédiaires de gestion. Je sais que quand vous recevez la plaquette de votre expert comptable vers le mois de mars, en général, quand vous clôturez au 31 décembre, donc ça ne devrait pas tarder, il y a tout un tas de documents, dont les soldes intermédiaires de gestion. Et nous, le banquier,
et pas que le banquier, aussi même pour vous en termes de lisibilité et de voir de rentabilité de votre entreprise, ces soldes intermédiaires de gestion nous apportent beaucoup, beaucoup d'informations. Donc voilà, il y a plein d'infos. Raphaël, vous parlez de marge. C'est un des indicateurs. Voilà comment ça se présente en général. On part des éléments du compte de résultat et on le lit, encore une fois, de haut en bas. Et au bout du compte, le compte de résultat, ce n'est ni plus ni moins qu'une soustraction entre les produits encaissés et les dépenses. Et si à la fin c'est plus, c'est très simple, effectivement, ce que disait Stéphanie, c'est un bénéfice. Si c'est négatif, c'est une perte. Une fois qu'on a dit ça, le premier solde intermédiaire de gestion qui vous intéresse et qui nous intéresse banquier, ce que disait Raphaël, c'est la marge commerciale. La marge commerciale, qu'est-ce que c'est? C'est la vente de vos marchandises moins les coûts d'achat, en faisant très simple. Ça, c'est pour des entreprises de négoce, mais si ce sont des entreprises de production, ça va être des consommations de matières premières. Quoi qu'il en soit, c'est votre marge. C'est ce que va vous rapporter la différence entre ces deux-là. Cette marge, il faut toujours la mettre en comparaison avec des normes sectorielles. C'est-à-dire que par rapport à cette activité et en France, il y a d'autres typologies, il y a la même typologie d'entreprise. Il faut toujours se benchmarker et voir effectivement si on est en adéquation avec les normes du secteur ou pas. Si jamais on n'est pas forcément dans la norme, alors si c'est meilleur, tant mieux, ça veut dire que soit vous achetez super bien, soit vous vendez super cher, et tant mieux pour vous, et ça, ce qui va être très positif, et que du coup, ça va ça va faire votre business et vous allez faire les sous dans la poche. Mais si la marge est en deçà ou que d'un exercice à l'autre, elle devient moins bonne, c'est effectivement une question à vous poser. Parce que qu'est-ce que c'est que vous pouvez avoir, vous, comme solution en tant que chef d'entreprise? Parce que ce n'est pas une fatalité, ouais, d'accord, c'est des chiffres, mais c'est vous qui avez une influence dessus. Donc, c'est quoi? C'est que peut-être vous ne vendez pas assez cher vos produits. Ça, effectivement, il faut peut-être se remettre, benchmarker et regarder qu'est-ce qu'on a chez les concurrents, qu'est-ce qui se pratique chez les concurrents en termes de prix. Et peut-être aussi que ce sont les achats qui ne vendent pas. Si ce sont les achats, il y a peut-être un sujet de peut-être je dois changer de fournisseur parce qu'il est trop cher, peut-être c'est trop de la qualité par rapport à ce que je vends pas assez cher. Enfin, il y a tout un tas de choses, tout un tas de questions qui doivent vous emmener lorsque votre marge n'est pas forcément en adéquation avec les normes et si elle est trop en dessous. Donc, si c'est clair pour vous, on continue sur un autre indicateur. On va pas tous les descendre parce que tout ce que vous voyez là ne sont pas super importants. En termes de solde intermédiaire de gestion, c'est d'abord la marge commerciale et ensuite, il va y avoir, je te laisse la parole peut-être Steph, du coup, sur la valeur ajoutée. Donc, il y a deux questions en une, en fait. La première, où est-ce qu'on calcule les fonds propres? Donc, quelle partie? Je ne l'ai pas vu dans... Alors là, effectivement, voilà. Les fonds propres, alors vous voyez, vous ne m'avez pas écouté en fait, hein, vous n'avez pas tout compris. Si. Non, les fonds propres, c'était où? Ah oui, c'était où? Ils sont où? C'était avant, merci. C'était sur le bilan. Je ne les ai pas vus peut-être parce que c'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit. En fait, juste pour vous, si vous voulez, on est dans l'action, donc on va retourner sur le bilan, sur du coup le passif du bilan. Ah, c'est pas évident de le voir. Le passif du bilan, alors attendez, on le voit mieux après. Là. Sur les capitaux propres. Capitaux propres, fonds propres. Alors effectivement, voilà. Capitaux propres, fonds propres. D'accord? C'est là votre sujet. Et donc, c'est sur la partie bilan. Et la deuxième question, qu'est-ce qui arrive lorsque les fonds propres baissent et deviennent moins que la moitié du capital? Alors, plusieurs réponses. C'est-à-dire que quand les capitaux propres baissent, il y a peut-être un sujet de rentabilité qui n'est pas au rendez-vous et donc il va falloir consolider ce qu'on appelle le haut de bilan. On peut le consolider de différentes manières. Soit on fait un apport en fonds propres, c'est-à-dire le dirigeant, les associés apportent de la liquidité à l'entreprise. Ouais, dans le compte courant, par exemple. Par le biais du compte courant, tout à fait.
Soit on fait rentrer un tiers, mais là, du coup, c'est pas forcément notre sujet, mais effectivement, on fait rentrer un tiers et là, à ce moment-là, c'est plus que ce que vous connaissez dans les villages, de faire comment dire, une participation au capital de l'entreprise par un tiers, donc qui vient conforter notre haut de bilan. Par contre, si on diminue au-delà de la moitié, enfin plus de la moitié du capital social, là, il y a une obligation réglementaire qui fait que on est obligé de déclarer au niveau de la Banque de France. Alors, ce n'est pas un incident, mais c'est une alerte comme quoi l'entreprise a perdu plus de la moitié du capital social et qu'à ce moment-là, elle souhaite pouvoir continuer son activité. Voilà. Donc, ce n'est pas un élément effectivement très positif quand on perd plus de la moitié du capital. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver une solution. Vous savez que c'est une situation quand même assez commune pour les startups en innovation, parce que généralement, on ne fait pas assez de chiffres d'affaires pour pouvoir... Et c'est le business model des startups, de toute manière, de toute façon, effectivement. Et c'est pour ça qu'on va chercher du financement, et c'est pour ça qu'on va chercher des business angels, évidemment. Mais du coup, c'est là où, effectivement, le banquier est un peu plus frileux, on va dire. Pour pouvoir. C'était ma troisième question, vous venez de répondre. Qu'est-ce que le banquier, quel le rôle le banquier peut jouer là-dedans et quelle marge de manœuvre il peut avoir, quoi. Voilà. Parce que le banquier, ce qu'il va regarder, quand même, bon, on déflore un petit peu, mais ça fait partie du sujet. Hein. Raphaël, si tu veux peut-être répondre. On anticipe un peu sur ce qui viendra sur la partie suivante. Mais effectivement, comme l'a dit Stéphanie précédemment, la partie haut de bilan et notamment la partie fonds propres est importante pour le banquier. Et au départ, on a noté avec Marie sur la présentation, on avait 3 espaces, la première partie, la deuxième partie qui était le banquier, la troisième partie, le dilutif, avec la levée de fonds. Le banquier aujourd'hui, les premiers critères qu'il va regarder, pas forcément celui-ci, mais ça en fait partie, c'est cette partie haut de bilan, cette partie fonds propres, cette partie fonds de roulement. Donc nous, on va regarder ça et on va aller voir un petit peu la crédibilité de la société au vu de cette disponibilité qu'on va avoir dans la société. Et très souvent, le banquier a une problématique de financement. Tout ce qui est besoin en fonds de roulement, nous, on a du mal à le financer. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça que votre banquier, vous le regardez de travers quand vous lui dites « je suis start-upper, j'ai une problématique de trésor, il faut que vous m'aidiez ». Et nous, on ne sait pas forcément y répondre parce qu'on n'a pas la structure, on n'a pas le moyen de vous financer cette sortie-là. Donc, grosso modo, vous n'avez pas la capacité de valoriser le potentiel. Alors, comme on est sur la recherche, on ne sait pas valoriser sur le futur. Et c'est tout là l'art de votre société. Et c'est pour ça que vous avez ce financement en dilutif qui va permettre justement de lever du cash, renforcer le haut de bilan, asseoir une société sur des fonds plus costauds, mais non pas par du financement pur et dur bancaire, on va l'appeler comme ça, mais par du fonds d'investissement ou autre, par de l'apport en compte courant, par des choses comme celle-ci. D'accord ? Non, j'ai compris. C'est le modèle, de toute façon. On le comprend depuis longtemps. C'est pour cela que. Mais ma question, comment une grosse, je sais pas, banque comme le Crédit Agricole, qui est la 8e au monde, d'accord, est-ce qu'il doit y avoir quand même une entité à l'intérieur de la banque pour pouvoir valoriser le potentiel d'une compagnie pour ne pas poursuivre un autre chemin, pas celui traditionnel d'un banquier qui regarde vraiment les paramètres et les critères pratico-pratiques, quoi. Alors justement, c'était le lien aussi sur lequel je voulais justement passer le flambeau. C'était de se dire qu'aujourd'hui, le rôle du banquier va financer des choses sur lesquelles il y a un regard, il y a un arriéré, sur lesquelles on peut aller voir, sur lesquelles on va être sécure, entre guillemets, que sur du start-up où nous, malheureusement, réseau national français, on a du mal à intervenir parce qu'on n'a pas cette garantie, on n'a pas cette sécurité. C'est pour ça que nous, généralement, on fait appel à une tierce personne avant d'aller sur du dilutif, qui est BPI. Oui, bonjour. En fait, j'ai du mal à savoir quelle est la question, enfin, ce que vous cherchez comme information à travers BPI. Voilà. Il y a des banques qui prennent ce secteur-là sur lequel, mais on n'est pas encore sur des financements de type moyen terme. Ce n'est pas comme si vous financiez un Kangoo au quotidien. On n'est pas encore, toutes les banques ne sont pas prêtes à financer cette sortie-là. Et qu'à aujourd'hui, le financement de la start-up pure et dure, aujourd'hui, c'est une volonté de chaque établissement financier, mais c'est vrai qu'il y a une majorité qui ne veulent pas se positionner. Quelques banques arrivent sur le sujet, et on est vraiment sur les prémices. Et aujourd'hui, on se soutient au travers de BPI et d'autres, puisqu'après, on va rentrer sur le dilutif. Mais c'est plus sur cette sortie de financement-là qu'on va se diriger pour la start-up. En fait, côté BPI, on a des outils de financement.
via l'État sans garantie. Et donc, en fait, quand l'entreprise n'arrive plus à rembourser son emprunt ou la dette qu'on met, on ne demande pas de garantie ni aux dirigeants ni à l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'on prend beaucoup de risques avec vous. Et nous, notre lecture de garantie, en fait, c'est les fonds que vous apportez dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on se garantit aussi en vous, c'est comment on voit votre confiance. C'est la confiance du dirigeant, et en fait, c'est à travers les fonds que vous avez apportés dans l'entreprise. Donc ça, c'est au capital social au début, et ensuite, la somme des fonds propres, c'est la somme des fonds que vous avez apportés, que les actionnaires ont apportés, et on le déduit ou on ajoute les bénéfices ou pertes de l'exercice. C'est pour ça qu'on regarde surtout les fonds propres. Je voulais juste rajouter par rapport au fait que Crédit Agricole ou des banques n'interviennent pas forcément dans le financement de l'innovation. On le fait aussi parfois un peu de manière détournée, parce que Crédit Agricole vient aussi des fois en participation directe dans les entreprises qui sont en innovation. Voilà. Enfin, direct ou indirect, mais enfin, en tout cas, on prend des participations dans des sociétés innovantes, pas par le biais d'un financement bancaire classique, mais en y apportant des fonds. Donc voilà, on n'est quand même pas hors du coup quand même, c'est ça. Vous m'entendez là? Moi, j'ai deux questions. La première, moi, j'ai pas des sociétés innovantes ou j'ai pas de start-up. Par contre, j'ai des sociétés qui se développent et qui sont rentables. Au-delà de la banque et au-delà de la facturage, à part la levée de fonds, est-ce qu'il y a d'autres sources de financement possibles pour le type de société que je viens de décrire? Alors en fait, ça dépend de votre besoin. Est-ce que c'est pour accompagner votre cycle d'exploitation, votre développement? Est-ce que votre développement, c'est d'investir dans de nouvelles machines pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires? C'est plutôt d'investir dans du stock et dans des équipes. Dans du stock et des équipements. Donc, Non, écoute. des équipes, des personnes. Ah, des équipes, de la RH, du coup. De l'humain. Ouais. Ok. De l'humain et du stock. Vis-à-vis du stock, bien sûr, puisque derrière, nous, on va savoir comment faire. On va très bien le financer sur une partie, toujours en ce qu'on appelle nous court terme, donc sur des durées qui vont être maximum 12 mois. On peut même imaginer au-delà et vraiment s'adosser à ce qui vous concerne. Sur la partie court terme, on pourra même imaginer amortir sur une durée, par exemple, de 5-6 mois, vous laisser reposer, prendre votre stock, le mettre en rayon, pouvoir le vendre, commencer à encaisser et commencer à amortir le 6e mois, par exemple, sur une durée de 4-5 mois, par exemple, pour que justement, on vous laisse respirer. Donc oui, sur la partie court terme, on sait vous accompagner, il n'y a aucun problème. Sur la partie salaire, sur la partie RH, ça va être un peu plus délicat. Ça va être un peu plus délicat. On peut vous accompagner, c'est vraiment au cas par cas. On regarde un petit peu par rapport à ce que ça va générer. Toujours pareil, si la société est saine, quelle projection va-t-elle avoir grâce à cette embauche ou à ces embauches? Et donc, par rapport à ça, on va aller chercher, regarder comment on interprétera ça et comment on doit faire. Est-ce qu'on doit faire du court terme? Est-ce qu'on doit mettre du différé? Est-ce qu'on l'amortit de suite ou pas? Voilà comment on va financer. C'est vraiment sur ces parties-là, on peut intervenir, mais après, c'est vraiment un échange et voir. Sur la partie stock, c'est très simple. Hein. J'achète un stock, Raphaël, ça fait 100 000 euros. J'ai besoin de 100 000 euros et je vais le revendre 150 000 euros d'ici 11 mois, par exemple, le temps que je le reçoive de l'export. Parce que je crois que vous faites de l'export, donc vous le faites venir de l'étranger. Peut-être avec des lignes en devise aussi, peut-être acheter en dollars parce que c'est plus intéressant pour vous. Il faut vraiment échanger pour qu'on se mette pile poil à votre besoin. Alors, tout à fait. Sur ce point, je suis déjà accompagné par le Crédit Agricole et sur le BFR et sur les lignes de trésorerie et sur... Toujours sur du financement au court terme, on va être toujours sur la même solution. On n'arrivera pas à financer par du moyen terme. Sauf, par exemple, les besoins liés aux salariés que vous allez devoir faire, je dis n'importe quoi, peut-être ont-ils besoin de véhicules ou autre. Par rapport à ça, on va être sur du moyen terme. Mais si on est vraiment sur du BFR, du besoin pur et dur, ça va être sur cette partie court terme qu'on va financer, avec ou sans différé, mais oui, on sait le financer. Est-ce qu'il y a un plafond? Imaginons aujourd'hui, j'ai un CA avec un EBITDA à 10. Si l'année prochaine, je reviens avec le même CA et un EBITDA à 20, est-ce qu'il y a un plafond au-delà duquel, de toute façon, le Crédit Agricole n'ira pas pour des questions de risque, ou est-ce que c'est proportionnel à l'EBITDA? Alors, il n'y a pas de proportionnalité par rapport à l'EBITDA. Il n'y a pas de plafond. Alors, nos plafonds, c'est nos délégations, c'est-à-dire que nous, par rapport à certains montants, c'est plus notre giron. Il va falloir qu'on aille voir un petit peu plus haut, mais c'est tout. C'est des montages de dossiers, ça reste ça. Ça s'étudie par rapport à un besoin fait, c'est-à-dire que vous aviez clôturé au 31/12, a sorti un bilan, des besoins, et par rapport à des prévisionnels. Je prévois d'embaucher des salariés.
mon besoin grâce à ces salariés va générer forcément une exploitation plus importante, générer plus de besoins, plus de chiffre d'affaires forcément, puisqu'il faut que je nourrisse mes salariés. Et donc, par rapport à ça, on va se caler par rapport au prévisionnel, on va aller imaginer ce qu'on peut mettre ensemble comme solution. Très bien, merci. On ne pourra financer cela que sur du court terme, on appelle ça, c'est-à-dire maxi sur 12 mois. C'est pour ça. Ok, c'est clair. Et on vous laissera peut-être la possibilité, ce que disait Raphaël, soit d'avoir du différé, ça veut dire rembourser d'un coup d'une seule fois, ou de l'amortir, c'est-à-dire de payer mensuellement pour rembourser votre prêt. On peut vous donner cette facilité aussi. Déjà. Donc, vous êtes bien accompagné par le Crédit Agricole. Tout à fait. Alors, nous en étions au solde intermédiaire de gestion, à la marge commerciale, et donc on passait à la valeur ajoutée. Alors, concernant la valeur ajoutée, on va venir déduire de notre marge toutes nos charges externes, en fait. On obtient ainsi la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée en elle-même, elle ne nous dit rien. C'est juste parce qu'on a besoin de la comparer. Alors, on la compare effectivement à l'année précédente, aux années précédentes. Et aussi par rapport à la norme sectorielle, toujours pareil, cette fameuse norme qui nous dit si vos dépenses sont soit trop importantes par rapport à votre cœur de métier, à votre activité, ou alors si vous êtes pile poil dans ce qu'il faut, ou alors si carrément vous êtes en deçà, ça veut dire que vous gérez vraiment bien vos dépenses externes, donc tout ce qui va être, je vous le rappelle, loyer, EDF, assurance, comptable, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc c'est une norme sur laquelle qui est vraiment indicative pour nous en fait, qui nous donne vraiment une idée de la gestion de toutes les charges que vous pouvez avoir. En tout cas sur celle-ci, parce qu'après, on a forcément les autres charges qui sont les charges de personnel qui viendront se déduire pour l'excédent brut d'exploitation. Effectivement, la valeur ajoutée, c'est un indicateur de rentabilité quand même de l'entreprise. Pour nous, le banquier, on va plus regarder l'EBE. Enfin, elle a parlé tout à l'heure, le EBITDA, c'est tous des mots un peu barbares, mais EBE, c'est excédent brut d'exploitation. C'est tout ce qui concerne la rentabilité réelle, on va dire, de l'exploitation. C'est un indicateur que le banquier va regarder pour savoir si vous serez en capacité de rembourser des échéances futures pour pouvoir payer vos échéances de prêt par rapport à un investissement que vous nous auriez demandé. Comment il se calcule? Du coup, vous aurez compris que les soldes intermédiaires de gestion, ils se lisent en cascade au niveau du compte de résultat. Donc, on vient encore déduire à la suite de la valeur ajoutée. Là, on vient déduire tout ce qui est impôts et taxes. Donc, je ne parle pas d'impôts sur les sociétés, je parle bien d'impôts et taxes, style CFE, style tout un tas de taxes parfois qu'on peut avoir dans certaines métropoles. Ce sont ce genre de taxes-là. Salaire et traitement, charges sociales, du coup, ça parle de soi-même, tous les salaires et charges sociales, mais également le salaire du dirigeant ou le prélèvement, la rémunération du dirigeant, quelle qu'elle soit. Même si c'est un travailleur non salarié, on va retrouver dans cette partie-là les éléments de salaire qu'on va venir déduire pour avoir notre excédent brut d'exploitation. Forcément, on préfère que ce soit un excédent, parce que des fois, ça peut être négatif. Par contre, là, si c'est négatif, c'est une insuffisance. Et là, par contre, il y a de vraies questions à se poser sur la rentabilité de votre entreprise. Là, en général, ce n'est pas bon du tout. Voilà. On continue. Ensuite, on descend. Et on passe sur des dotations aux amortissements qu'on va venir déduire par rapport à ce qu'on vous disait, par rapport à la vétusté des investissements que vous pouvez avoir. C'est là où on va retrouver la partie des amortissements. Donc, ce n'est ni plus ni moins, j'ai envie de vous dire, ça que des écritures comptables quelque part. Parce que parfois, le comptable, bon, ce n'est pas notre partie, mais il peut y mettre un peu plus ou un peu moins en fonction, parce que c'est quelque chose qui va venir influer du coup sur le résultat d'exploitation. Steph, peut-être tu veux prendre la parole? Non? Bon, ok. Donc je continue sur le fait ensuite d'en arriver au résultat d'exploitation.
On va rajouter les dotations aux amortissements. On va déduire les intérêts et charges assimilées qui ne sont ni plus ni moins que les intérêts d'emprunt que vous allez devoir payer à la banque. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ça vient directement en déduction de votre bénéfice. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu. Ce n'est pas de l'argent donné gratuitement. Oui, je vous vois faire la moue. Mais non, on vient, voilà. Ce sont des intérêts qui vous permettent de réduire votre résultat fiscal. Et ensuite, s'il y a de l'impôt sur les sociétés, on vient également le déduire pour avoir à la fin le résultat net comptable. Donc, vous voyez, si on peut passer à la slide suivante, on fait vraiment une lecture des soldes intermédiaires de gestion en cascade. On ne vous a pas parlé de la capacité d'autofinancement, la CAF, parce qu'elle n'apparaît pas dans les sigles, mais c'est un indicateur que nous, banquiers, nous regardons de manière très importante, puisque ça aussi, c'est ce qui va nous permettre de dire, on va pouvoir prêter à cette entreprise et elle va être en capacité de pouvoir soit autofinancer ses investissements, soit nous, on va être en capacité de lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse rembourser ses annuités d'emprunt. Et donc, la capacité d'autofinancement, c'est le résultat. Plus les dotations aux amortissements, plus les dotations provisions éventuellement, moins les reprises. Mais en tout cas, c'est un indicateur très important. Et attention, il faut surtout faire très attention pour vous de savoir comment est composée votre CAF. Quand vous allez voir votre banquier, sachez un petit peu du coup déjà comment elle est composée. Parce que s'il y a plus d'amortissement que de résultats nets, pour nous banquiers, alors sur le chiffre, c'est bien, mais sur la finalité, c'est pas forcément super bien parce que les dotations aux amortissements, ce n'est pas vraiment de la liquidité ni de la trésorerie que vous avez réellement dans votre entreprise. D'accord? Donc, au plus il y a de résultats qui composent votre CAF, d'accord, au plus ce sera favorable pour aller voir votre banquier et lui parler d'un financement. On a déjà vu des résultats nets négatifs en fait, qui ont été compensés par des dotations aux amortissements. Ça ne veut pas dire que pour autant, en fait, votre entreprise elle est suffisamment rentable pour faire en sorte qu'on puisse y adosser un prêt ou qu'on puisse vous prêter. Tout est toujours retraité et tout est toujours comparé en fait. C'est quelque chose d'important pour aller sur la question que vous posiez tout à l'heure. On part du chiffre d'affaires pour arriver sur un résultat net. C'est le nerf de la guerre, c'est pour tous les entrepreneurs, c'est pareil. La problématique des startups, notamment celles qui sont en phase de développement, c'est que généralement, cette partie chiffre d'affaires, elle est naissante, énorme. Non, il faut investir. Donc nous, on se situe ici, cette phase-là, où ça nécessite du personnel, des investissements, des moyens. Celle-ci, elle est supérieure généralement dans les 3-4 premières années, au mieux, et encore, au chiffre d'affaires. Et donc là, on dégringole sur un résultat net négatif. Ce que nous, aujourd'hui, on a du mal à financer. Quand on a un résultat négatif, c'est compliqué pour le banquier en général d'y aller. C'est aussi une des raisons sur lesquelles, alors pas toutes les banques, mais une grande partie ne peuvent pas aller à cause de cette problématique de résultat net. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va justement sur la question de monsieur tout à l'heure entre les fonds propres et le BE. Ce que je comprends, c'est que quelque part, vous, en tant que banquier, ce qui vous intéresse, c'est de voir qu'au moins le BE soit positif ou à un équilibre très rapidement dans le cadre d'une start-up, ce qui est compliqué sur la première, deuxième année. Mais quelle est justement la question par rapport à la confiance entre le développement, l'avancement, et où on voit effectivement un début de chiffre d'affaires et où on voit que le BE, forcément, il n'est pas top, donc le financement vient aider, mais qu'on va dans la bonne trajectoire. Dans quelle mesure est-ce que vous, en tant que banquier, vous êtes capable de dire on n'est pas, j'entends bien qu'on n'est pas dans le haut du bilan, on n'y est pas encore, c'est l'objectif. Vous êtes dans le bas du bilan, mais il faut qu'on aille entre guillemets quelque part vers le milieu du bilan, c'est le BE. Il faut que le BE soit clairement dans le bon sens, si je comprends. Oui, c'est ça. En fait, Raphaël, je te laisse répondre. On va parler surtout de prévisionnel. On va anticiper avec vous et on va revoir sur votre business model si, à plus ou moins brève échéance, on va y arriver. Et du coup, à ce moment-là, et on déflore un peu le sujet d'après sur vraiment la vision du banquier, comment on vous accompagne, mais c'est tout un ensemble de choses. C'est pas que des chiffres sur un business plan, c'est aussi une projection, un dirigeant, un CV, une validité des produits et différents éléments. Ça ne veut pas forcément dire que non, on ne va pas y aller. Vous avez parlé de confiance, c'est important pour nous, parce que ça en fait partie.
Aujourd'hui, au village, on a des sociétés avec lesquelles on travaille, des startups avec lesquelles on travaille. Il y en a sur lesquelles on arrive à financer, durement. C'est pour ça qu'on fait appel à BPI ou à d'autres établissements. Hein. On fait du concomitant, c'est-à-dire qu'eux mettent une partie, nous on met l'autre. On essaye de trouver, par rapport justement à la confiance qu'on a avec le client, puisqu'on a des clients qu'on a accompagnés depuis le début. Il y a des choses sur lesquelles on peut accompagner, il y a des choses on ne peut pas, malheureusement. Même si on voudrait des moments, il y a des moments c'est frustrant aussi pour le banquier de se dire j'y crois, je voudrais y aller. Enfin, c'est pas possible. Donc on essaye de trouver du dilutif, soit par la BPI, soit par du tierce, soit par des comptes courants, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'apporter des comptes courants dans une société, tout le monde n'a pas le cash. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent faire l'opération aussi en solo, et forcément ça pose des problèmes des moments sur la trésorerie. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, sur les startups, il ne faut pas faire, comment dirais-je, en mesurant mes propos, faut pas mettre toute la start-up dans le même panier. À savoir, non, c'est une start-up, on n'y va pas. C'est un peu rapide et voilà, on met ça sur le banc de touche. Ça s'étudie. Il y a une confiance qui se crée avec votre banquier. Il faut discuter avec le banquier. Ces papiers qu'on prend le temps d'expliquer, c'est aussi un petit peu la santé. Nous, on est un peu le généraliste, c'est-à-dire qu'on va détecter des besoins, puis après, on va les transmettre, on va échanger avec vous, le patient, qui va voir aussi avec des experts, le comptable, avec le village aussi, pour aller trouver d'autres leviers si nous, on n'est pas capable de le financer. On est des commerçants comme vous, hein, au final. Il ne faut pas l'oublier, le banquier est un commerçant. Il mesure son risque. C'est juste cette partie-là. Le problème, c'est que sur la start-up, mesurer le risque, c'est un peu prématuré, c'est compliqué. Tout le monde y va un petit peu à l'aveugle, au moins au démarrage. Et pour autant, il y a des startups sur lesquelles, là, on est en train d'en défendre une spécifique, sur lesquelles on est en train de trouver des remèdes pour justement pouvoir l'accompagner sur du développement. Ce n'est pas tout le monde, on ne peut pas dupliquer parce que c'est startup, sinon tout le monde le ferait, ça serait tellement simple. C'est ça aussi le métier de l'entrepreneur, c'est ça le métier de la startup, c'est d'innover, de trouver des solutions. Et pour autant, on avance tous à peu près en même temps. Il y a des banques, comme vous l'avez précisé, qui accompagnent, un peu moins, un peu plus, voilà. Mais bon an, mal an, vous avez parlé de tout à l'heure de quelque chose qui est important, c'est la confiance et la communication que vous avez avec le banquier. Aujourd'hui, il faut vraiment communiquer, il faut vraiment présenter. Le banquier derrière, je pense qu'il a pas mal de fusils d'arc de flèches à son arc, pardon. Donc je pense qu'on peut trouver des solutions. Ce ne seront peut-être pas forcément bancaires. Peut-être qu'il va vous orienter vers d'autres supports. Le village en est une autre. Hein. Enfin, il y en a encore d'autres. Mais je pense qu'il faut échanger longuement avec le banquier et trouver des solutions là-dessus, en interne ou en externe. Mais il ne faut pas mettre la start-up dans un énorme paquet en disant non, on ne fera pas. Je pense qu'il faut communiquer et la confiance en fait partie. Donc, ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler de la cotation Banque de France, qui donc est une cotation qui concerne toutes les entreprises, avec des particularités sur lesquelles je vais revenir, évidemment. Mais voilà, la cotation. Alors, qu'est-ce que la cotation Banque de France? Donc, c'est une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements à horizon de 3 ans. Elle est donc pour toutes les entreprises non financières de nature industrielle et commerciale et qui ont leur siège social en France. C'est vrai que toutes les entreprises en fait, dont le siège social est hors des frontières en fait, ne sont pas cotées par la Banque de France. Cette cotation, donc, elle s'appuie sur diverses informations qui sont quantitatives par la liasse fiscale, donc annuelle, et qualitatives aussi. Donc ça, ces informations qualitatives, on va aller nous les collecter auprès des chefs d'entreprise. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment l'entreprise fonctionne, quelles sont ses particularités, choses qu'on ne peut pas lire en fait dans la liasse fiscale. On va aussi rechercher des informations auprès des greffes de tribunaux de commerce, des banques, des acteurs du financement des entreprises et de l'INSEE pour toute la partie aussi, on peut chercher des informations plutôt d'ordre général. Le dispositif de la cotation, il est reconnu par la Banque centrale européenne et par l'autorité bancaire européenne. C'est une norme vraiment qui est commune. Donc cette cotation, elle sert à quoi? Elle vous sert à quoi en tant que chef d'entreprise? Alors, elle facilite votre dialogue avec les structures de financement. Pourquoi? Parce que c'est une référence commune, elle est conforme aux standards internationaux et elle est reconnue comme objective et indépendante. Alors, elle vous fournit, pour le volet des prêteurs, c'est une information sur la qualité des engagements qu'ils s'apprêtent à décider ou qu'ils ont déjà pris avec une entreprise. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir en fait ce regard, on va dire, extérieur sur la capacité de l'entreprise à pouvoir honorer ses engagements. Toujours, on est vraiment toujours cette cotation, c'est une analyse du risque crédit, donc on est toujours sur ce volet. Et pour vous, en tant que dirigeant,
Elle vous aide aussi à identifier les facteurs qui influent sur la situation financière de votre entreprise, notamment par rapport à un risque de crédit. Et elle vous constitue également un regard extérieur et elle vous permet en fait d'appréhender votre capacité, en tous les cas, à rembourser vos dettes. Quelles sont les entreprises concernées par la cotation? Donc, il y a 2 régimes de cotation qui existent parce qu'on a un seuil de collecte. Donc, on a pour toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 € annuels. Donc là, on va travailler, nous, sur la documentation comptable, sur le bilan, d'accord? Et on parle de cotation à dire d'experts. Donc, elle est déterminée non sur la base d'outils purement statistiques, mais elle tient compte des éléments qualitatifs et prévisionnels également que le chef d'entreprise a pu nous donner. Donc, c'est ce qu'on va rechercher aussi, hein. C'est notamment les échanges qu'on peut avoir, les interactions qu'on peut avoir avec les entreprises, qui nous aident beaucoup, hein, encore une fois, à comprendre en fait, hein, comment l'entreprise fonctionne. Donc, cette cotation, elle concerne chaque année plus de 300 000 entreprises et on cote également des groupes conso, hein, voilà, sur leur compte conso. L'autre volet, donc l'autre, on va dire, la cotation, elle concerne aussi des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 €. Donc là, on ne va pas travailler sur la liasse fiscale, hein. On va travailler en fait simplement avec des éléments qu'on va récupérer, des greffes et de la centrale des incidents de paiement. Donc là, comment ça se passe concrètement? Une société qui va avoir une perte de plus de la moitié de son capital social ou qui va être en plan de sauvegarde ou qui va avoir des incidents de paiement, elle va avoir une cotation de la Banque de France. Cette cotation, malheureusement, elle ne sera pas positive. Voilà, parce que forcément, elle va être le reflet de problématiques, hein, et donc, ces entreprises sont cotées aussi. Et donc, à partir du moment, encore une fois, où on a le bilan et où on a donc plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, on est en fait sur un autre volet, une autre approche. Est-ce que juste là, vous avez des questions? Je préfère que vous les posiez au fil de l'eau, hein, si vous en avez, hein, n'hésitez pas. Alors, qui a accès à votre cotation? Alors ça, c'est voilà, parce que c'est intéressant. C'est quand même quelque chose qui est quand même ultra confidentiel. Mais voilà, donc vous, en tant que dirigeant, donc l'entreprise qui est concernée par la cotation, donc elle va la recevoir, hein. Donc c'est une cotation qui est gratuite, systématique pour le responsable légal. Et les autres personnes qui ont accès à votre cotation, donc ce sont les adhérents de FIBEN. Alors qu'est-ce que FIBEN? C'est le fichier bancaire des entreprises. Et donc qui a accès? Eh bien, les banquiers, voilà, principalement, hein. Donc tous les organismes qui sont susceptibles d'adhérer à FIBEN et les conditions de leur adhésion donc, qui sont définies, hein, par le Code monétaire et financier, bien évidemment, et les adhérents ne peuvent en aucun cas diffuser cette information. Elle est vraiment en interne chez eux. Vous avez les banquiers, vous avez les assureurs crédits, voilà, donc ils ont accès à votre cotation, hein. C'est ce qui leur permet aussi de pouvoir avoir aussi ce regard sur votre entreprise. Donc la cotation, comment elle se découpe? Alors, elle est en 2 parties. Vous avez donc une cote d'activité, donc avec les différentes lettres. Donc ça représente en fait un volume de chiffre d'affaires. Donc on va du A jusqu'au M. Donc voilà, donc avec vos volumes. Donc c'est à partir de la lettre H que vous avez en fait cotation sur l'alias fiscal, hein. Toutes les lettres en dessous en fait sont en dessous du seuil de collecte. La cote N, c'est non significatif, ça concerne les holdings. Et le X, en fait, c'est sans information. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur le bilan, on n'a pas collecté, ou alors il est trop ancien. Enfin, en tous les cas, voilà. Donc, on a la lettre X qui apparaît. Et sur le deuxième volet de votre cotation, donc là, on est sur la cote de crédit. Donc, c'est elle, en fait, qui va vraiment montrer votre capacité à honorer vos engagements financiers. Donc là, on est sur une échelle alors qui est avec une granularité beaucoup plus importante depuis 2 ans. On a augmenté quasiment de 1, on a fait un x2. Et donc, vous voyez, la cote d'excellence, donc 1+, hein, donc là, c'est voilà, l'entreprise. Tout est parfait. Voilà. Et puis, progressivement, on redescend, hein, sur l'échelle de cotation quand on commence à avoir des éléments qui vont être peut-être voilà, une structure financière qui va peut-être être perfectible ou peut-être voilà, des créances qui sont trop importantes, en tous les cas qui pèsent beaucoup trop, ou une entreprise qui n'est pas assez rentable. Enfin, voilà. Donc petit à petit, on redescend pour arriver aussi sur les cotations qui sont plutôt avec des problématiques de paiement, hein, où clairement l'entreprise en fait est en défaut de paiement.
entreprise défaillante. Et puis donc le dernier, le 0, alors ça c'est juste que c'est non significatif, c'est-à-dire pareil, on n'a pas d'information. Donc en général le X va avec le 0, donc on est sur ce volet-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit en avoir peur, c'est juste qu'on n'a pas d'infos à côté. Alors nous, la lecture que l'on fait et l'approche que l'on a donc là je suis sur la partie où on a le bilan, donc on est à plus de 750 € de chiffre d'affaires. Comment on analyse en fait l'entreprise? Alors on a plusieurs volets. Donc on est, donc vous voyez au cœur en fait, on est vraiment sur l'analyse de l'année avec l'alias fiscal qui est en notre possession. On va plus loin, vous voyez sur la partie grise, où finalement on vient en fait analyser tout cela, mais avec une analyse en fait qui est pluriannuelle. L'idée c'est quoi? C'est qu'une entreprise, sa vie, ça fluctue. Donc forcément, une année, ça ne va pas être le reflet. Donc nous, on va travailler, quand on les a, les bilans, bien évidemment, on va travailler sur 3 exercices. L'idée, c'est vraiment de tenir compte de toute la volatilité des performances de l'entreprise au regard de ces 3 exercices. C'est quelque chose qu'on a vu sur les différentes crises successives que l'on vient de passer. Forcément, à un moment donné, l'entreprise, quand ça s'arrête net, si on tient compte que de ce bilan, forcément, ça ne va pas forcément bien se passer. Et l'autre partie, on travaille aussi donc, sur toute la partie qualitative et prévisionnelle. Donc là, c'est vraiment tout ce que les chefs d'entreprise vont pouvoir nous apporter en complément de l'alias fiscal. Alors, ces éléments, alors soit ça vient de vous, soit c'est vous qui sollicitez la Banque de France pour justement venir expliquer les éléments, soit c'est nous, en fait, qui venons interroger, entre guillemets. En tous les cas, on vient chercher de l'info. Alors, soit parce que vous êtes dans un secteur d'activité où on sait que la conjoncture, elle n'est pas forcément très favorable, donc on préfère venir au devant et voir en fait, voilà, quels sont les éventuels que vous allez rencontrer. Soit simplement, on est aussi sur une problématique où on a besoin d'avoir de l'information. Je vais vous donner un exemple concret. La société qui a une cote d'excellence, même si tout est parfait, si on n'a pas un échange tous les 3 ans avec le chef d'entreprise, on ne pourra pas maintenir cette cotation parfaite. Voilà, parce qu'on a besoin de savoir en fait où va l'entreprise. Ça, c'est vraiment primordial pour nous. Et donc, on intervient. Alors, sur cette cotation, en fait, elle se découpe. Il y a quatre grands piliers sur lesquels nous, on va vraiment venir. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les ratios, parce que ça concerne forcément les soldes intermédiaires de gestion. Donc, je ne vais pas revenir dessus dans le détail. Sachez que nous, voilà, donc ça se découpe en 4 parties. Donc, on va venir voir en fait vraiment l'activité de l'entreprise. Donc, toujours donc, le bilan actuel, mais au regard aussi des 2 exercices précédents. Donc, l'activité, donc les variations éventuelles qu'on peut avoir, et la rentabilité de l'entreprise. Et tout ça est comparé aussi à un secteur d'activité. C'est-à-dire que votre code NAF, il est donc pour nous très important. Donc c'est très important pour nous aussi de savoir s'il est réel ou pas, sachant qu'une entreprise, encore une fois, au fil des années, en fait, elle va évoluer et donc peut-être qu'à un moment donné, elle va s'écarter de son modèle en fait de démarrage. Donc du coup, l'idée pour nous, c'est de vraiment être sûr qu'on est bien dans le bon code NAF pour pouvoir vous comparer à un secteur d'activité. L'idée, c'est toujours de voir en fait comment l'entreprise se place. Est-ce qu'elle est vraiment très très loin du reste de la troupe ou est-ce qu'elle est conforme et auquel cas les ratios que l'on a, en fait, on peut les lire en tant que tels. Donc, activité et rentabilité, l'autonomie financière. Donc là, c'est de voir vraiment en fait quelle est votre dépendance par rapport aux acteurs du financement. Est-ce que l'entreprise elle est capable d'absorber finalement de l'endettement supplémentaire ou pas? La solvabilité de l'entreprise, donc là c'est vraiment toute la partie des fonds propres. Est-ce que l'entreprise, pareil, est-ce qu'elle est suffisamment solide? Est-ce qu'elle peut faire face en fait à des chocs conjoncturels ou pas? Donc ça c'est vraiment un élément qui est très très important. Et le dernier, très important également, c'est la liquidité. Voilà, la trésorerie de l'entreprise. Pareil, est-ce qu'elle dégage suffisamment pour son cycle d'exploitation? Est-ce qu'elle est en mesure de pouvoir absorber tout cela? Donc voilà, encore une fois, donc on est sur une analyse donc, qui est un bilan à l'instant T, sur une analyse pluriannuelle et par rapport à un secteur d'activité. Vous avez des questions à ce stade? Alors, non, pas forcément. En fait, non. Les 4 sont très, très importants. Alors, la liquidité, clairement, je vais reprendre le terme, c'est le nerf de la guerre. On ne va pas se mentir. Voilà, ça, on le sait. Non, en fait, tous sont importants. C'est vrai que, en fait,
Je dirais que la structure de l'entreprise, la structure financière, elle est très très importante parce qu'au fur et à mesure, l'entreprise, au moment où on la crée, forcément, on n'a pas une structure financière qui est très solide. L'entreprise, elle est jeune, elle est en train de se structurer. Donc forcément, on ne va pas avoir ce que l'on attend, entre guillemets. Là où on va plutôt aller rechercher, c'est plutôt sur sa rentabilité finalement et son activité. Donc là oui, effectivement, il peut y avoir une bascule, on va dire. Pareil, une entreprise, une année, elle va avoir un exercice complètement atypique. Imaginons que son marché s'écroule ou elle perd un très gros client qui représentait 20% de son activité. Forcément, il va y avoir un trou d'air important. Alors, si on se rend compte que cette entreprise, elle est suffisamment structurée, qu'elle a quand même de la trésorerie et qu'elle n'est pas trop endettée, voilà, ça va un petit peu se compenser. Voilà, au moins sur un exercice, ça peut se compenser. Et non, les 4 sont vraiment très, très, très importants. Et encore une fois, on tient compte aussi de l'activité de l'entreprise. On a des entreprises qui n'ont pas une vocation à être ultra rentables. Elles vont vraiment plutôt avoir un volume de chiffre d'affaires très, très important. Donc voilà, il y a vraiment, en fait, les ratios s'étudient vraiment. C'est une entreprise, c'est pas du cas par cas, mais c'est une entreprise en fonction de son activité et surtout en fonction, en fait, du secteur d'activité dans lequel elle évolue. Voilà. Complètement différent, en fait. Et je ne parle même pas du volet. Nos sources, donc pour pouvoir coter toutes les entreprises, donc on a des sources diverses et variées. Donc les entreprises, déjà forcément, qui peuvent nous amener des éléments. Donc la DGFiP, par lequel en fait c'est le canal par lequel on reçoit maintenant tous les bilans en automatique. Donc sachez quand même que la Banque de France en fait détient tous les bilans des entreprises françaises. Voilà. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir un comparatif sectoriel quand même assez. L'INSEE aussi, sur lequel on va récupérer des informations, les tribunaux de commerce, évidemment, qui nous informent des différents événements qui peuvent arriver, et puis les banquiers et les assureurs crédits avec qui on échange aussi, parfois, parce que voilà, il y a des dossiers parfois, et puis des éléments en fait où on a besoin de comprendre les uns les autres et on travaille ensemble. En fait, cette cotation, elle sert au refinancement, en fait. Donc voilà, c'est dans le cadre de la politique monétaire. En fait, vos banquiers, ils vont se refinancer ils apportent en garantie en fait des entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille avec des cotations très favorables. En fait, c'est ce qui leur permet de se refinancer, en fait. Voilà. Non, on travaille vraiment avec une analyse en fait sur le groupe informel. Voilà, on travaille vraiment, on rapproche toutes les entreprises. Donc bon, c'est vrai que parfois on a du mal à tout retrouver. Donc c'est là où finalement un échange avec le dirigeant nous permet d'avoir un organigramme complet, de comprendre en fait comment les unes fonctionnent, les autres. C'est vrai que ça nous permet aussi de pouvoir appréhender une problématique, par exemple, de créance client. Où finalement on va être avec des délais qui vont être complètement aberrants et finalement quand on se rend compte que ce sont des créances intra-groupe, il n'y a pas de raison finalement d'être inquiet. Donc non, on travaille vraiment sur le groupe informel, donc la holding et puis donc toutes les filles qui sont en dessous et même les SCI en fait qui abritent les murs l'exploitation en fait des entreprises. Ça c'est pour toute la partie forcément des engagements financiers. Voilà, inévitablement, je veux dire, même si c'est un montage qui est complètement aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. N'empêche que nous, au niveau de l'endettement, en fait, on va aussi intégrer l'endettement de la SCI. La cotation, alors pourquoi il faut s'y intéresser? Alors, il y a plusieurs volets. J'ai peut-être une question. Moi. On entend beaucoup que les tribunaux de commerce sont un peu plus tranchants ces derniers temps sur les fermetures d'entreprises. Est-ce qu'ils s'appuient sur les mêmes 4 piliers que tu nous évoquais sur la cotation pour prendre une décision? Alors, je ne saurais pas répondre exactement parce que c'est vrai que l'analyse qu'ils ont, alors c'est vrai que oui, on a des liquidations qui arrivent là, mais c'est vrai que ces liquidations, elles sont sur des sociétés en fait qui ont été maintenues depuis plusieurs années de façon un petit peu artificielle aussi, et donc du coup il y a une problématique en fait clairement et la société n'a pas su se relever en fait. Je pourrais pas répondre, savoir si ça appuie dessus. En tous les cas, voilà, ils ont accès, ils peuvent avoir accès à ces données. Je pense que voilà, l'idée en fait, c'est de vraiment évaluer la capacité de l'entreprise à continuer la route en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, mais je ne saurais pas.
Donc cette cotation, alors pourquoi il faut s'y intéresser? Alors que vous soyez au seuil de collecte ou en dessous du seuil de collecte, hein, parce que l'impact de toute façon il est quand même là, c'est qu'en fait cette cotation, donc elle intéresse les banques, hein, donc, parce qu'ils peuvent voir en fait il y a un risque pour eux, hein, même s'ils ont leur grille de lecture et ça, mais cette norme elle est quand même commune, hein, donc ils s'en servent. Elle est utile aussi pour les fournisseurs, vos fournisseurs. C'est vrai qu'une société qui va avoir une cote très favorable, qui va vouloir travailler avec un nouveau fournisseur, elle va en fait peut-être pouvoir bénéficier d'accords un petit peu spécifiques avec des délais qu'on va lui attribuer directement, voilà, parce que sa cotation elle est favorable. Les clients aussi, donc ils peuvent aussi avoir un regard sur votre cotation et là on peut l'avoir en fait aussi sur des problématiques sur des appels d'offres par exemple. Des grands comptes. Les grands comptes, en fait, avant de travailler avec une entreprise, certains vont demander la cotation Banque de France. Voilà. Et soit ils vous écartent, soit vous pouvez avec eux, hein, mais elles comptent dans ce volet-là. Oui. Qui sont sous le seuil, en fait, s'il y a zéro problématique, on est sur une cotation X0, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problématique pure. Donc ça veut dire qu'en fait, un client ou un fournisseur peut travailler avec vous. Donc, peut-être qu'il va vous demander votre bilan, peut-être qu'il va vous demander des éléments, mais voilà. Mais il n'y aura pas une cotation. La cotation, elle n'intervient que s'il y a quelque chose de péjoratif, en fait. Un événement. Voilà, c'est vraiment un événement. Encore une fois, hein, c'est une perte de plus de la moitié du capital social ou des problématiques de paiement. Enfin voilà, ce genre de choses. Si c'est X0, c'est neutre. Et donc, alors la cotation, donc c'est une analyse objective, hein, de la santé financière de votre entreprise, donc qui est assimilable à une agence de notation. Et encore une fois, c'est une référence qui est commune, hein. Pour les banques, donc ça a un impact direct sur leur coût de financement et en fonds propres, hein, donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est grâce à vos cotations quand elles sont très favorables qu'ils se refinancent à des taux un peu. Et pour vous, en fait, ça peut impacter aussi vos accès au financement ou à des marchés et vos conditions d'accès, en fait, hein. Donc, clairement, voilà, la cotation, il faut vraiment l'avoir en tête, même si voilà, quand on est aux prémices, hein, quand on est en train de monter sa structure, c'est pas forcément sur ça que vous allez vous focaliser, mais il faut quand même bien l'avoir en tête parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver bloqué. Et si on va sur le volet de l'innovation, clairement, quand vous allez faire une levée de fonds, la plupart du temps, vous cherchez à lever de la dette aussi en parallèle, hein. Donc c'est à ce moment-là en fait que c'est intéressant de le faire. Donc si votre cotation elle est vraiment pas favorable, c'est vrai que le banquier il va peut-être être un petit peu plus réticent. Oui, ouais, c'est-à-dire que oui, c'est compliqué parce que, encore une fois, cette cotation, c'est une analyse du risque crédit. Donc, une entreprise en fait qui va fonctionner court terme, c'est un danger. Voilà, à un moment donné, enfin nous, il y a un ratio qui est quand même très très important. C'est les actifs à moins d'un an par rapport aux dettes à moins d'un an. Et en fait, ça nous permet de voir en fait est-ce que l'entreprise elle est capable d'absorber. Et donc forcément, ça va dégrader la cotation et donc ça va dégrader aussi. Oui, alors, ouais, c'est ça. Alors, au moment où on a finalisé l'analyse de votre bilan, donc voilà, donc c'est vrai qu'on a, on va dire, la majeure partie des entreprises françaises, hein, qui clôturent au 31/12. Donc, tout arrive dans le pipe, hein, chez nous au même moment, hein, donc plutôt au mois de mai. Voilà, donc oui, 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 on le reçoit plutôt. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui, on a quand même quelques exceptions, hein. Alors, non, enfin, pas forcément. En fait, il faut que la date d'arrêté de votre entreprise, alors, autre chose dont je voulais vous parler, alors ça va répondre aussi à la lettre de cotation. Donc, depuis le 18 mars, donc c'est tout récent, on a mis à votre disposition un espace dirigeant. Donc, on l'attendait, nous, depuis un moment, mais c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, cet espace dirigeant, alors je vous invite à l'ouvrir, à aller donc via France Connect, hein, pour justement des confidentialité. Donc c'est un espace qui vous est réservé à vous en tant que chef d'entreprise, où vous allez avoir accès en fait à tout un tas de données, de choses qui peuvent vous intéresser. Alors en premier lieu, vous aurez en fait la communication de votre cotation. Donc ça, clairement, vous allez l'avoir en direct. Et puis donc vous pourrez télécharger aussi la lettre directement. Vous avez aussi accès en fait à des comparatifs sectoriels. Donc c'est-à-dire qu'on va reprendre des éléments de vos bilans qui sont dedans, je vais vous montrer juste après, et donc vous pouvez avoir ces comparatifs. Ça facilite votre prise de contact parce que vous avez directement les personnes que vous
contacter à Nice, soit ailleurs, dans d'autres régions. Et puis, donc, vous avez accès aussi à un outil Opal dont je vais vous parler un petit peu plus après. Donc ça, je vous invite vraiment à vous connecter, à créer cet espace dirigeant, parce que, encore une fois, c'est plein d'informations vous concernant votre entreprise. Alors, il n'y a que vous qui pouvez vous connecter. Voilà, personne ne peut le faire à donc voilà un petit peu comment, c'est un tableau de bord, un exemple qui vous donne un petit peu les caractéristiques de cet espace. Donc là, vous avez accès à votre cotation. Ça vous permet aussi sur un curseur assez rapide de voir comment vous positionnez. Donc voilà. Donc, plus on va dans le vert, mieux c'est. Donc vous avez accès, donc pareil, aux détails. Vous pouvez donc télécharger votre lettre. Et donc après, vous avez accès donc à des indicateurs clés de votre entreprise. Donc là, on est sur l'exemple, il est sur 2 exercices, 2020-2021. Mais vous voyez en fait le taux de variation de votre chiffre d'affaires à vous par rapport au secteur d'activité. Donc encore une fois, la Banque de France a accès vraiment à tous les bilans des entreprises qui sont sur le sol français. Donc ça veut dire que dans ce comparatif sectoriel, on va retrouver toutes les entreprises qui, là, donc, dans l'exemple, en fait, sont cotées avec ce code NAF. Donc ça vous permet quand même d'avoir un comparatif sectoriel qui est quand même assez pertinent. Voilà, donc vous avez en fait tous ces ratios les plus pertinents qui apparaissent dans ce tableau de bord. Voilà, votre taux de résultat net, pareil, par rapport toujours au secteur d'activité. Donc alors, ça vous permet quoi? Ça vous permet de pouvoir peut-être formaliser vos tableaux de bord déjà existants, ou en tous les cas, peut-être de les monter aussi, parce que c'est quand même pas mal d'avoir son propre tableau de bord et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est et ne pas attendre que l'expert comptable le fasse à votre place. On en revient à ce qui a été dit en préambule, en première partie, c'est qu'au final, en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir ce regard-là, en fait. Personne ne peut l'avoir à votre place. Alors, l'outil Opal, donc ça, je voulais vous en parler aussi. Donc, il est accessible aussi sur cet espace dirigeant. Alors, cet outil, il est assez pratique. Donc, c'est vraiment un rapport, en fait, qui va sortir, un diagnostic qui est sur 2 années et qui va vous... Alors, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre, en fait, d'identifier quels sont vos points forts et quels sont vos points de vigilance. Alors, toujours pareil, un diagnostic sur 2 exercices en comparatif sectoriel. Donc, ça vous permet vraiment de vous situer. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser alors pour vous, bien évidemment, pour communiquer aussi à vos collaborateurs, pour discuter avec vos banquiers aussi, parce que ça peut être très utile aussi. Donc, c'est vraiment un outil qu'il faut avoir, qu'il faut maîtriser. Et moi, c'est très simple. Après, vous pouvez aussi faire appel à nous s'il y a des problématiques éventuelles, si vous avez besoin qu'on vous aiguille sur le sujet. Mais vraiment, cet outil, donc alors Opal, c'est ça, c'est un outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, par contre, alors évidemment, il y a des conditions pour pouvoir y accéder. Donc, il faut qu'on ait une liasse fiscale qui soit complète. C'est vrai que si c'est une liasse fiscale allégée, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait 2 bilans en base pour pouvoir avoir ce comparatif, ce diagnostic. Donc, seul le représentant légal a accès à Opal, évidemment. Et puis, donc, c'est éligible à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises individuelles, des GIE et des Voilà, donc ça répond en fait à plusieurs de vos interrogations. Ça vous permet donc de vous mesurer et de comparer les performances de l'entreprise. Encore une fois, toujours dans un environnement qui est comparable. Ça vous permet d'identifier vos points forts et puis de pouvoir en fait identifier aussi vos points de vigilance, pouvoir justement actionner les leviers en tant que tels que vous avez sous la main et qui vont vous permettre de gagner d'être plus performant et de je reviens là-dessus. C'est certaines questions que vous pouvez vous poser. Donc, la rentabilité de mon affaire est-elle satisfaisante? Est-ce que l'endettement de mon entreprise est comparable à celui de son secteur d'activité? Ça, c'est intéressant aussi parce que parfois, on se rend compte qu'on va avoir une entreprise qui va être très, très endettée, alors qu'au final, dans son secteur d'activité, il n'y a pas cet endettement. Donc, il faut chercher en fait et comprendre en fait pourquoi. Donc, peut-être que la solution de l'endettement pur n'est peut-être pas la meilleure, ou en tous les cas, il faut comprendre ce que font les autres. Les fonds propres sont-ils suffisants? Donc ça, c'est pareil, ça permet de voir aussi. On a des secteurs d'activité où les entreprises ne sont pas forcément avec un niveau de fonds propres qui est très important. Donc à voir en fait comment tout ça évolue et voilà quel est mon positionnement comparé à mon secteur. Enfin voilà, toute une batterie de questions qui vous pouvez vous poser et Opal pourrait. Et là, je vous ai mis simplement en complément des éléments en fait que
y avoir besoin, donc pour comprendre votre cotation. La Banque de France donc, est à vos côtés, donc c'est vrai que sachez qu'on a des correspondants TPE, PME qui sont à votre disposition pour chaque département, correspondants start-up aussi, pour vous aider. Hein. Alors non pas, on ne finance pas, mais on va vous aider en fait dans vos recherches de solutions. Pas hésiter à nous solliciter, créer, développer votre start-up, donc ça voilà, ça c'est par ce biais-là. Et puis donc le dernier que Marie aime beaucoup. Mes questions d'entrepreneur, mieux comprendre pour mieux décider. Donc ça, c'est en fait le lien. Utilisez-le, il est vraiment très intéressant. Il va vous permettre de toucher à plein de sujets qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien. Notamment, voilà, on revient sur les SIG, sur le bilan, les résultats. Enfin, il y a énormément de choses. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Donc à utiliser sans modération. C'est vraiment pratique. Et encore une fois, la Banque de France, on se met en fait à la portée de tout à chacun. Voilà. L'idée, c'est pas, l'analyse financière, c'est pas inné, et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous faire comprendre en fait tout un tas de choses et faciliter votre. Oui, ce que j'entends, c'est donc créer et développer côté start-up, bien correspondant. Donc il y a un blog en ligne avec beaucoup d'informations et donc un correspondant local. Donc je pense à Nice, c'est ça en fait, qu'on peut avoir au téléphone ou rencontrer selon les besoins. Alors, correspondant start-up, donc il y en a une sur le territoire. Ok. Voilà, donc je couvre le 06 et le 83. Voilà, donc oui, je suis à votre disposition pour échanger avec vous. Encore une fois, voilà, c'est vraiment vous aider en fait dans vos solutions en fait de recherche de financement. Orientation en financement. Et aussi sur le volet cotation, parce qu'effectivement, la Banque de France donc, cote aussi les startups. Hein, donc, vous en doutez, la grille de lecture n'est pas la même, probablement. Voilà, donc on a aussi tous ces éléments et c'est vrai qu'échanger avec une startup avant de la coter, voici donc tous les points qu'on avait choisi de vous présenter ce matin pour que vous ayez les armes justement pour pouvoir appréhender votre bilan, le comprendre aussi. L'outil Banque de France est également à nos côtés puisque celui-ci va nous permettre aussi d'avoir un regard un peu externe sur l'activité en général et puis cette activité qui est la vôtre. Donc maintenant, on va faire un petit focus. Alors, lors de la pause, on a déjà parlé avec beaucoup d'entre vous sur des sujets personnel, on va dire ça comme ça. On va essayer de rebalayer ça puisque le temps maintenant avance grandement. Donc, le regard du banquier. Quand vous allez solliciter le banquier pour étudier un dossier quel qu'il soit, forcément, il faut qu'il soit en amont préparé par vous et idéalement avec votre expert comptable. Tout à l'heure, on parlait de confiance, on parlait de communication, on va être dedans. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, le banquier? Eh bien, on va aller voir si votre dossier constitué d'un fonds avec un objet, un montant, des lieux d'investissement, des choses qui, pour vous, peut-être peuvent vous paraître logiques, mais pour autant, certains dossiers n'en font pas part. Également, on va aller choisir des modes de financement. Tout à l'heure, on parlait de court terme, on parlait de moyen terme, pas que, puisqu'on va aller voir aussi un peu plus dans le détail tout à l'heure, certains types de financement, le factoring, des choses comme ça qui peuvent vous permettre d'avancer. Et notamment autour de cette table, il y a beaucoup de startups. Donc, on va aller chercher un petit peu pas mal d'infos pour vous aider à justement doper votre chiffre d'affaires. Parce que la réalité, elle est là. Les besoins de financement vont lever du cash pour que vous puissiez travailler, évoluer et doper votre chiffre d'affaires, tout en ayant un regard sur la rentabilité et vos marges. Parce que ça, c'est ce que le banquier va regarder en priorité. L'objet du financement, tout à l'heure, vous vous rappelez, on vous a présenté la partie actif, la partie passif, la partie haut, la partie bas de bilan, le compte de résultat. Eh bien, on va retrouver un petit peu tout ça. On va retrouver nos biens immobiliers avec le matériel qu'on va financer, comme on l'a dit tout à l'heure, par des solutions qui sont spécifiques, du leasing, du moyen terme, on verra ça après, des travaux, de l'acquisition de fonds de commerce, de l'investissement. Là, autour de la table, il y en a beaucoup qui vont regarder. L'investissement incorporel, des comptes courants. Tout à l'heure, avec l'un d'entre vous, on parlait de levée de fonds, mais pas que. On peut imaginer revendre des sociétés l'un à l'autre par le biais de holding pour refinancer de la trésorerie et pouvoir l'apporter dans votre société d'exploitation. L'acquisition de parts de société, c'est le même mécanisme. Et l'investissement immobilier, là, bien, on va être sur des financements qui vont être dédiés à acheter vos locaux professionnels ou autres, matériels ou autres, de manière à ce que vous puissiez travailler et évoluer. Alors, le banquier se base sur des références. Quand vous venez voir un banquier,
Tout à l'heure, j'ai bien aimé, il y a quelqu'un qui a parlé d'autorisation de découverte à la Banque de France. Il n'y a pas que l'autorisation de découverte chez un banquier. On va essayer d'aller chercher le maximum possible des financements en adéquation avec votre besoin. Mais pour autant, quand on finance ce type de produit, il y a des durées qui sont plus ou moins ancrées dans le quotidien. Un fonds de commerce, on va le financer sur 7 ans, pas 10 ans, pas 15 ans. Ce n'est pas au petit bonheur la chance. On a des normes et on s'y colle et on y respecte. Effectivement, Justra, ce sont des normes d'usage et bien souvent aussi ce sont des normes comptables. Donc on ne les a pas inventées, nous, banquiers. Ce sont, voilà, on se calque sur ce qui est des règles de comptabilité et donc on met en adéquation les financements par rapport aux données comptables. C'est lié aux amortissements, tout simplement. Les parts sociales sur des durées de 7 à 10 ans. Les murs professionnels, alors quand vous venez nous voir pour acheter les murs, généralement, vous nous dites, vous pouvez me prêter sur 25 ans? Pas forcément. Voilà, on ne va pas tous les faire. Moi, j'aurais voulu m'attarder sur les deux dernières, puisque essentiellement autour de cette table, on a beaucoup de startups. Donc, on a le rachat des comptes courants, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant quand votre société est déjà en phase de développement, avec une rentabilité. On peut refinancer ces comptes courants-là. C'est des durées spécifiques, c'est sur 5 ans. Et on vous a rajouté en bleu la trésorerie, parce qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est quelque chose qui est important pour vous, dans le sens de, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a dit, il n'y a pas que l'OC, eh bien oui, aujourd'hui, des stocks, ça ne se finance pas forcément par de l'autorisation de découvert, même limite éviter. On a un financement qui est causé, on sait, on peut voir, on peut faire différemment. Pourquoi pas penser à du différé, à des choses comme ça, pour que justement, votre situation, elle colle vraiment à vos besoins. Les prêts de trésorerie sont nécessaires pour le développement de votre société, puisque tout à l'heure, on a parlé aussi de trésor, de nerf de la guerre. La trésorerie que vous avez dans votre société, conservez-la. On la développe, on la fait grossir. On essaye de taper dedans, mais proprement. On peut financer différemment les besoins de stock. On peut imaginer aussi aller les délais clients. Tout à l'heure, on parlait de délais clients. On peut imaginer aller financer les délais clients parce que vous avez ces problématiques de trésorerie. Le client ne vous paye pas je ne sais pas, il ne vous paye pas le 15, il ne vous paye pas le 30. Il y a des délais qui sont importants. Et vous, en attendant, vous devez acheter la marchandise. En fait, vous devenez le banquier du client. On a des solutions pour ça, pas forcément le découvert. On parlait de factoring, on parlait de choses comme ça. Et là encore, vous voyez, on est dans la communication, dans la confiance et dans l'échange. Parce que ça aussi, l'expert comptable a sa carte à jouer. Et l'expert comptable dedans, quand il bâtit votre bilan au 31-12, c'est plein d'informations qui, pour nous et pour vous, vont être importantes pour justement avancer et développer en sécurisant la société. Je vais revenir de toute manière sur la trésorerie. Donc, tu parlais de communication. Donc, voilà, ce qu'on disait, la communication est très importante puisqu'il faut savoir, outre les chiffres, c'est à qui on prête. La connaissance, l'environnement, tout ce qui n'est pas chiffre a une importance, j'ai envie de dire, presque aussi importante que les chiffres. Des fois, l'impression et l'humain est quelque chose de super important. Les chiffres peuvent nous parler et nous dire ouais, on y va, sauf qu'on rencontre la personne et on se dit mais en fait non, ça ne le fait pas. Mais ça, c'est l'humain et l'intuitu personae et qui compte très très grandement aussi dans la prise de décision. Donc je ne vais pas vous détailler, vous lisez comme moi tout ce qu'on va regarder, mais pas que. Et à qui on prête le porteur de projet, le client, mais aussi j'ai envie de dire, et c'est une histoire d'équipe, le comptable. Quand vous allez voir votre banquier parce que vous avez un projet, vous y croyez, vous y allez vous y allez avec le comptable et il faut fédérer aussi le banquier. Et le combo des trois va faire que ça va matcher et qu'on va pouvoir vous suivre. Important ce que Stéphanie vient de dire par rapport à la communication, dans le sens où l'expert comptable a des infos que vous n'avez pas forcément, que vous ne savez pas interpréter, et lui va nous expliquer des choses qu'on peut être amené à échanger et à évoluer sur notre positionnement. L'expert comptable est une chose, mais vous en êtes une autre. Demain, arriver devant le banquier sans connaître le besoin, sans savoir où vous allez, forcément, ça ne laisse pas apparaître une bonne image du dossier. Et forcément, on l'a dit tout à l'heure, on doit rassurer aussi son banquier. Et aujourd'hui, maîtriser son dossier, je vous présente un prévisionnel, je sais vous l'expliquer. Attention, il y a des choses que je ne saurais pas, ce n'est pas mon métier. Mais tout à l'heure, en début de réunion, on sait que vous ne pouvez pas être partout dans toutes les cases. Vous devez aller du juridique à la RH, à la gestion des stocks, au contentieux peut-être.
Et on ne peut pas être bon partout. Mais pour autant, il faut connaître quand même les grandes lignes de vos dossiers, de votre bébé, parce que c'est votre bébé. Et pour ça, il faut que vous sachiez le vendre avec les bons termes, avec les bons moyens. Ce qu'on va regarder aussi, c'est, outre ce que vous achetez, l'environnement, c'est le prix de ce que vous achetez. Et on ne dit pas, j'ai un prix comme ça, le doigt mouillé, tiens, ça vaut ça. Non, on a aussi des indicateurs. Comme le disait la Banque de France, comme le disait Lisbeth, il y a des indicateurs, des normes sectorielles qui font que je vais avoir des éléments pour savoir qu'est-ce que et combien je vais vendre. Mais on a aussi des indicateurs par ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à votre comptabilité, à votre case fiscale, à votre compte de résultat, à votre bilan. Donc par le chiffre d'affaires, donc on trouve des normes par rapport à chaque activité qu'on peut retrouver sur la Banque de France de manière du coup plus précise. Ça, c'était très bien de le savoir aussi. Par l'EBE, on en a parlé ce matin, vous vous rappelez, EBE, EBITDA, excédent brut d'exploitation, la rentabilité du cœur de votre entreprise, qui est un indicateur important parce que, comme on disait, votre entreprise, quand vous allez vouloir la vendre, et vont parler d'innovation, etc., demain, votre ambition, c'est peut-être de vendre votre start-up et de la faire évoluer. S'il n'y a pas de rentabilité, si on n'a pas d'EBE, elle n'aura pas de valeur. Donc, c'est quelque chose aussi de très, très important à avoir à l'esprit. Et l'évaluation comptable qui tient la valeur des actifs, ok. C'est pour ça que je vous dis, le trio est très important puisque chacun a sa manière d'aborder les choses. Et on peut vous dire parfois que on estime, nous, banquiers, en fonction de tous ces critères, qu'il y a une surévaluation. Ok. Si vous êtes prêt à prendre le risque, nous, on va le prendre aussi peut-être avec vous, mais à vous d'apporter le delta qui va faire que nous, on va vous dire, nous, on estime que cette entreprise ou ce matériel, etc., nous, on estime que ça vaut tant. Si vous êtes prêt à payer plus, vous allez devoir apporter plus et nous, on vous suivra par rapport aux normes qu'on peut avoir. Et n'oubliez pas une chose, tout à l'heure, je vous ai dit, un banquier est également un commerçant, comme vous. Donc aujourd'hui, le commerçant, lui, ce qu'il veut, c'est réaliser l'opération avec vous, mais en sécurisant au maximum. Moi, j'ai envie de vous dire également, vous voyez de votre côté aussi, pourquoi le banquier me demande de mettre un apport sur ce projet-là? C'est peut-être parce que tout simplement, le projet est surévalué et que l'apport va consister justement à cette évaluation. Ça peut être peut-être pour vous aussi un moyen de pression en disant, mais attendez, peut-être que j'achète un peu la société trop chère ou le bâtiment un peu trop cher. Cet apport que souvent vous venez nous voir en disant, mais combien je dois mettre d'apport ou est-ce que je dois mettre 10, 15, 20%, 30%? Il n'y a pas de règle en soi. C'est aujourd'hui, on va étudier le projet. Il y a des frais annexes, notamment les frais d'avocat, les frais de constitution, ces choses-là. Généralement, c'est de votre propre trésorerie ou avec vos apports personnels que vous financez cela. Mais si demain, vous avez un projet, un achat de société ou autre, et qu'on estime que cette société, pour nous, on l'évalue à 300, mais que vous voulez l'acheter 400, bien, posez-vous la question, pourquoi le banquier veut aller sur 300 et pas 400? Peut-être parce que c'est cher payé, en fait. Et que cet apport va combler ce cher payé. Juste, je voulais rajouter juste une petite chose, c'est que effectivement, on se dit qu'on va se référencer qu'à des normes, qu'à des stats, qu'à des chiffres. Oui, effectivement, il y a l'intuitu personnel, Stéphanie l'a dit aussi, mais il y a également toute la connaissance économique et le marché en fait. Il faut savoir que généralement, on est tous implantés sur un secteur, qu'on connaît bien nos secteurs et que ça nous aide vraiment à la prise de décision en fait. Donc, on connaît peut-être l'entreprise qui était là avant et qui revend son fonds de commerce et le porteur de projet qui arrive, qui va acheter. Donc, on sait très bien l'historique de cette entreprise. On est vraiment bien implanté et cette implantation nous donne une connaissance du secteur qui peut nous permettre non seulement de pas se référencer qu'à des normes, à des pourcentages et autres, mais aussi à la connaissance de notre secteur et du marché en fait. Les indicateurs du banquier, si vous avez bien suivi la première partie, vous les avez tous maintenant, puisqu'on parlait de marge, on parlait de BE, on parlait de CAF, on parlait de fonds de roulement, on parlait de toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous, de Banque de France également, puisque la cotation Banque de France, comme on vous l'a dit, on va la regarder également. Et par rapport à cela, on va aboutir sur le slide suivant qui va nous permettre donc justement de comprendre mieux grâce à cette partie d'analyse, et bien que derrière, on colle parfaitement avec votre plan de financement, avec votre besoin. Un plan de financement, alors, on ne va pas le descendre dans toutes ces lignes, mais comme l'actif, comme le passif, on doit retrouver tous nos petits, à savoir que ce soit des besoins ou des ressources, au final, on doit être à équivalent. Pourquoi? Eh bien, parce que derrière votre projet, quand on achète par exemple un bâtiment, ça ne se limite pas à acheter un bâtiment.
Il y a les frais de notaire, les frais de constitution, les travaux. Quand vous créez une start-up, il y a des besoins. Et par rapport à ça, je sais que pour le cadre des start-up, c'est très compliqué à évaluer tous les besoins. Mais néanmoins, il faut être le plus précis possible et le plus abouti. Et on en revient encore à la communication, puisque le banquier, finalement, il a pas mal de ressources, pas mal de besoins, le comptable également. Et on essaye de scinder toutes nos questions et toutes nos réponses pour justement bâtir votre plan de financement. Alors, cette partie plan de financement, généralement, c'est plus de l'ordre du client et de l'expert comptable pour justement créer votre projet, aller au mieux pour que vous puissiez aller voir le banquier et monter l'opération. Alors, on a parlé de besoins moyen terme jusqu'à présent. On va parler de financement à court terme. On vous a mis ce slide parce que pour nous, il reprend un petit peu tous les besoins courants de la société avec les problématiques qu'on peut avoir. Tout à l'heure, on parlait de financement de stock avec des différés. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. On parlait également de délai client avec des besoins sur lesquels on sait répondre. Hein. Entrant ou sortant, on peut aller sur les délais clients ou sur les délais fournisseurs. Retenez bien ça, il n'y a pas que le découvert. Votre banquier vous conseille d'aller sur des courts termes, sur du factoring, sur des solutions qui peuvent être plus intéressantes pour vous en termes de coût et en termes d'efficacité. Parce qu'aller jouer avec un découvert pendant 35-40 jours, c'est utile, mais ça ne répond pas forcément aux besoins, ça va être frayeux. On a peut-être d'autres solutions pour générer du cash indirectement, tout en sécurisant la société et en nous sécurisant nous aussi. On va aller sur l'autofinancement parce que peut-être qu'à l'intérieur, vous avez servi pour acheter le fameux Kangoo ou les besoins avec la trésorerie de la société. Et ce n'était peut-être pas forcément le meilleur de l'opération à faire. Il fallait peut-être le financer par du moyen terme. Les prélèvements du dirigeant. Ça, c'est un sujet épineux, mais présent. Beaucoup de gens viennent en fin d'année pour nous demander du BFR parce qu'on a une politique de prélèvement du dirigeant qui est importante. Aujourd'hui, une société qui peut allouer 50 000, elle peut allouer 50 000. Mais il ne faut pas oublier que dans les 50 000, la fameuse CAF, que vous voyez tout à l'heure, cette CAF-là, c'est ce que la société dispose pour faire face aux imprévus, au financement et au prélèvement. Et aujourd'hui, si votre société dégage 50 000 euros de trésorerie, enfin de CAF disponible, elle ne peut pas en allouer 60. Et trop souvent, le problème de trésorerie est issu du prélèvement de l'exploitant. Et ça, c'est pas possible pour le banquier de le financer. Les pertes, alors pertes avec un point d'interrogation, parce que les pertes, ça veut tout et rien dire. C'est des pertes, pourquoi? Parce que j'ai trop investi, ça va rentrer l'année prochaine. Là aussi, l'utilité de communiquer avec l'expert comptable, avec le banquier, parce que ça, on peut l'analyser et trouver une solution. D'où le besoin du fameux prévisionnel. Gestion laxiste, j'ai envie de dire oui, mais ça, vous le voyez déjà au fil de l'eau. Et c'est quelque chose sur lequel l'entrepreneur, généralement, ça a recours, par exemple, au délai client pour récupérer la trésorerie qui est dehors. Et donc, par rapport à ça, justement, n'hésitez pas à communiquer, travailler et écouter les solutions que le comptable ou le banquier peut proposer parce que derrière, ça peut peut-être remédier à pas mal de problèmes. Si on arrive à résoudre et à mettre un pansement sur cette problématique de trésorerie, c'est quand même pas mal de temps de libre pour vous, l'entrepreneur, pour justement aller chercher des nouveaux contrats, des nouveaux chantiers. Est-ce que vous avez des questions notamment sur cette partie court terme? Parce qu'on a eu pas mal de questions sur la première partie, sur les besoins de stock, sur les besoins au sens large. Est-ce que sur cette partie court terme, des questions? Donc voilà, toujours pareil, les court termes, les indicateurs, donc au même titre que ce qu'on a vu tout à l'heure, le fonds de roulement négatif, les CAF insuffisantes. Ça, c'est clairement ce qu'on a vu sur la première partie où justement, quand on vous a donné les clés pour comprendre ce qu'est un bilan, ce qu'est un compte de résultat, les SIG, ceux-ci vont vous permettre maintenant de se dire, voilà, les marges, elles baissent. Ce n'est pas parce que mon chiffre d'affaires augmente que je vais être meilleur en fin d'année. C'est tout des choses comme ça qu'il faut justement suivre et d'année en année. Et il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que tout le monde vous dit. C'est votre bébé, c'est à vous de le maîtriser, c'est à vous de comprendre l'enjeu que ça va générer derrière. Nous, on est dans l'échange avec vous, on essaye de trouver des solutions. Il y a des moments, il y a des choses que le banquier va vous dire et ce n'est pas forcément agréable. De dire, je ne peux pas vous financer, ou peut-être pas comme ça, mais différemment. Mais il faut se poser les bonnes questions. Pour se poser les bonnes questions, il faut comprendre comment ça marche en amont. Donc là, on a essayé d'être le plus précis possible sur une matinée, c'est court. Mais on a essayé de vous donner le plus d'outils pour justement répondre au maximum de vos questions pour que justement vous puissiez comprendre comment fonctionne la société et le banquier.
Et on terminera avec les garanties. Alors, on va être rapide sur celle-ci, hein, puisque le temps passe. Les garanties, c'est quelque chose qui est important pour le banquier. Faire du prêt sans garantie, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et qu'on ne veut pas faire. Aujourd'hui, dès lors qu'on fait une opération, on essaye d'aller chercher une caution solidaire, mais pas que, parce qu'il faut quand même la cantonner. C'est pour ça qu'on fait appel à la BPI, notamment sur de l'acquisition de fonds de commerce ou d'autres opérations. On va aller chercher de la garantie réelle quand vous allez nous solliciter pour acquérir vos murs professionnels. Voilà, on vous a mis les grandes lignes, hein, de nos garanties, de celles qu'on étudie. Il n'y a pas vraiment de il faut les 3, il faut les 2, il n'en faut qu'une. Voilà, c'est vraiment en fonction du projet. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aussi en fonction de la personne qu'on a en face et de son patrimoine pour le coup. Merci vraiment beaucoup. Je pense qu'on a abordé énormément de notions. Il y aura un replay disponible, comme ça vous pourrez le mettre en vitesse 0,5 pour prendre vos notes en même temps. Je pense que le maître mot de tout ce qu'on s'est dit, c'est communication et confiance. Effectivement, on oublie des fois de se projeter dans la réalité de l'autre. Alors, vous le faites avec vos clients, donc faites-le aussi avec vos banquiers, avec votre expert comptable, etc. Pour bâtir la confiance dans le temps et être sûr de porter votre vision, eh bien, il faut emmener tout le monde et il faut comprendre du coup les réalités de tout le monde parce que c'est dans l'écoute et la projection et le décryptage de la réalité de l'autre qu'on arrive à se positionner. Donc, je pense que c'est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on a entendu ce matin. Ça fait beaucoup de notions. Alors tous les soldes intermédiaires de gestion, toutes les parties de votre bilan, etc. Ça, vous ne le subissez pas. Ça, c'est vraiment hyper important. S'il y a un message à passer aussi, c'est que c'est un outil. Donc comprendre comment il fonctionne, c'est aussi vous avoir la main sur comment vous allez orienter les choses, les échanges avec votre comptable notamment, pour dire voilà, c'est ce projet-là qu'on est en train de porter, c'est cette voie de commercialisation qu'on est en train de prendre. Et donc tout ça sont des outils. Et moi, quand j'étais à votre place, je ne l'avais pas compris ça. Donc souvent, mon expert comptable, j'attendais beaucoup de lui, comme s'il avait un genre de super pouvoir à me décrypter des trucs ou à me donner des informations. En fait, c'est pas vrai. C'est vous qui lui donnez la matière qui va pouvoir vous aider. Donc ce changement de paradigme, il est hyper important. S'il y a un truc que je veux que vous reteniez de ce matin, c'est ça. Et puis après, voilà, on a le temps d'échange informel là sur le déjeuner. On a des rendez-vous en individuel cet après-midi. Je ne sais pas qui en aura pris dans cette salle. Profitez-en à fond parce qu'effectivement, vous avez des oreilles attentives et des expertises. Là, vous pouvez vraiment poser des questions sans filet, sans retenue. Vous avez le droit de poser des questions bêtes. Parce qu'il n'y en a jamais en fait, et avoir ce niveau d'information précise qui va vous permettre déjà peut-être de changer votre façon de faire dès demain. Donc, merci encore pour votre présence, votre mobilisation. Il y aura un replay disponible. Laissez-nous vos adresses email pour qu'on vous transmette tout ça. Je pense qu'on vous transmettra les supports aussi. J'ai déjà entendu des feedbacks qui disent « Ah bah tiens, ça, moi, ça m'intéresse d'avoir ça dans mon ordi pour pouvoir retravailler les sujets. » Donc voilà, sentez-vous libre de nous donner vos coordonnées pour vous transmettre ça. Encore merci et bonne journée et à tout de suite.